Bonjour fanatiques de Bergevin, ou devrais-je dire bonsoir fanatiques de Bergevin, bonjour fanatiques de Jeff Gorton. De Jeff Boivin, qui n'est pas là ce soir. Jeff Boivin n'est pas parmi nous, c'est ça aujourd'hui, contretemps familial, donc ne pourra pas être avec nous. On t'envoie nos pensées, Jeff, Yeah, salut et on Jeff. va te bâcher tout l'épisode. À souhait. Euh, Vous êtes pognés avec juste deux personnes, Matt puis Pat, à soir. On On va diminue le parler. nombre, mais on rehausse le contenu. On va essayer de porter justice à tout ce qui se passe autour du Canadien. Il y en a tellement qui se passe actuellement. Ça va être tellement un gros épisode. Yep. On va se perdre, on va se mélanger, on va sauter du coq à l'âne, mais il y a tellement de contenu pour un épisode ce soir. On essaie de C'était pas de nous voir ce attendu, soir. Matt. Hein? C'était attendu ce qui s'en venait là. C'était pas une surprise tant que ça, non? Surtout qu'en plus, on a eu un espèce de genre de 24 heures pour se préparer parce que les rumeurs commençaient à couler de partout. Ouais. D'ailleurs, pas super impressionné de comment. Là, son nom m'échappe juste pour faire exprès. L'assistant des Jeux de Bergevin qui a quitté en premier. Carlis. C'est Celui embarrassant. qui a donné sa démission. Yep. Lui, là, ouais. Ben, Ouais, on ben peut ça, c'est. ressortir un peu les événements, là. Ouais, ouais, Euh, ben, ouais, vas-y, vas-y. Si tu veux faire ça pendant ce temps-là, je vais. ouais, on va juste sortir. Je les avais bookmark ici. Tout a commencé avec Elliot Friedman qui a dit que more later tonight, but hearing Montreal has permission to talk to former New York Ranger Jeff Gordon. Do not believe this is for the GM position, but another role. We will see how this develops. Fait que, tu sais, Finalement, ben là, oui, c'était spot on, hein? C'était pas pour GM Position exactement comme il ouais, avait il dit. était déjà sur le piton. Il savait exactement où est-ce que ça s'en allait. Puis, on va leur sortir les tweets. C'était Lebrun puis Friedman, un après l'autre, qui sortaient les informations là, à ce moment-là. Puis, un peu dans la même soirée, on entendait que. Comment il s'appelle? Scott Millenby has resigned Merci, as j'avais que Larry Carrière en tête, GM. mon gars. J'étais dans le champ. Merci, Ouais. Scott Mellenby. Scott Millenby qui Exactement. avait resigned du poste de GM. On entendait que, c'est ça, Gorton, c'était celui qui allait être interviewé parce qu'il avait été libéré des Rangers. Puis ça l'a mené à toute la dégringolade d'événements qu'on a su par la suite. Où on Avant a qu'on nommé. oublie, juste pendant qu'on est sur ce sujet-là, comment tu as trouvé ça, toi, Scott Mellenby, qui est allé déjà leaker ça le soir même? Ça sortait de partout. C'est parce que c'est Mellenby qui a parlé vraisemblablement. Là. Clairement, Millenby, Je n'ai il pas n'était aimé pas ça, moi. content pour que ça ligue comme ça. C'était pas juste. Il est sûrement parti fâché, il a sûrement dit ça à du monde. Puis Ben, il y a tout. plusieurs journalistes qui ont dit avoir été en contact avec, puis ont sorti la confirmation de Mellenby direct. Ça veut dire que le gars, il ne s'est pas gêné. Là. Le gars, il a Ouais. créé ça à job là, puis tout de suite, il était prêt à aller parler à tout le monde off-record, de dire, gars, en plus, on a entendu qu'il avait été écarté de la course au DG, puis au directeur, au président des Hockey Hops, right? Fait que Oui, ça, c'est ça. c'est, dans Fait le qu'il fond, il fallait était qu'il y ait deux frustré. postes dans ce cas-là. Pardon? Non, on savait que les Donc, deux postes étaient. Ouais, exactement. On savait que les deux postes au étaient. moment Ben, qu'on ça sortait, on savait qu'il y avait un poste de président et un poste de GM qui se libérait et que ce n'était pas juste le poste de. Donc, moi, avec cette information-là, je savais déjà que, OK, Bergevin, c'est une question de temps avant que. yeah, puis on savait aussi, ça venait confirmer que Bergevin n'était pas un candidat pour rester GM, mais pas non plus pour devenir président des Hockey Hops. Je pense pas que ça l'intéressait. Je ne sais pas si ça l'intéresse ou non. Je pense que moi, dans le fond, quand j'ai entendu les commentaires de Mellenby dire, ben pas les commentaires de Mellenby, mais quand j'ai entendu la confirmation que Mellenby avait été écarté de la course pour les deux Ouais. positions, j'ai compris que si Molson considérait les deux positions, c'est que Bergevin n'était pas assigné à ni l'une Ouais. ni l'autre des deux positions, dans le fond. Là. Puis on avait aussi l'information que Scott Mellenby avait été recommandé par Bergevin Yep. pour s'occuper de la succession. Donc, Bergevin, quelque part, il savait que c'était fini. Là. Pour lui, il n'y avait pas de surprise. Il est peut-être fâché de la façon que ça s'est arrivé, mais il n'avait pas de surprise à ce niveau-là. C'est vrai. Tu as remarqué dans le point de presse de Molson, il est revenu à qu'on on était pratiquement sorti contre les Leafs. Il a reparlé de la City, il a dit qu'on était aux portes de l'élimination contre les Leafs. Fait que comme plusieurs partisans pensaient, sûrement qu'il s'est acheté du temps en gagnant ça en 7
contre les Je suis Leafs. bien content qu'on a. Hey, c'était bien correct, on s'est amusé Une maudite pendant belle cette période-là. série. Je ne revendrai pas ça pour rien au monde. Non, absolument. Mais Puis ça vient rapper une belle, on va dire en anglais, une belle legacy. Marc Bergevin n'a pas fait que de la merde en 10 ans, là, en 9 ans, on va non, se puis le on va dire. avoir Là. la chance d'en parler de ses bons coups, ses mauvais Parfait. coups. Yep. Comment qu'on voit ça, le positif, le négatif, ça, c'est des sujets que c'est certain qu'on va aborder pendant Absolument. l'épisode d'aujourd'hui. Mais tu sais, tu parles de legacy, souvent c'est ce que tu lègues. Tu sais, c'est ce que tu laisses. Ouais. Je suis d'accord. C'est quoi le réel legacy d'un gars comme Marc Bergevin? Je pense qu'il a fait un travail honnête, un travail solide pendant qu'il était là. Je pense que c'est le meilleur directeur général que le Canadien a eu depuis 1993 quand ils ont gagné la Coupe. C'était Savard? Non, c'était. C'était qui? C'est quoi son nom, man? Savard. C'était Savard? Mais non, c'était Savard? Non, c'est pas lui que Patrick Roy parlait derrière le banc quand il a dit à Mario que c'est sa dernière game. Là. Mais ça, c'était après. Ouais, 2 ans C'est après après. avoir gagné la Coupe. C'est là que Régent Hall était devenu par la suite. Je vais checker, man. On est tellement Mais pas OK, des gars porte. de stats et d'histoire. Hein? Non, mais j'ai une mémoire de marde. Ça, n'importe qui me connaît un peu va te le dire. Anyway, man, continue avec ça. Ouais. Fait que c'est ça, les Canadiens, eux. Ronald Coré, qui était chairman, Serge Savard était vice-président de GM. OK, Jean parfait. C'est Delasco. Corée qui est en arrière. C'était Ronald Coré, exact. Ouais, parfait, c'est good. Mais Serge Savard était. Fait que oui, depuis Serge Savard, qui est très amer, puis on va avoir la chance d'en parler aussi. Ouais. Mais, tu sais, Bergevin, il ne laisse pas grand-chose à l'équipe. Je pense qu'il a fait un super travail. Il a amené l'équipe à la finale de la Coupe Stanley. C'était leur chance de gagner avec l'équipe qu'il voulait bâtir. Mais c'était une équipe qui n'avait pas de leg. Que c'était ça la fin. C'était ça la finalité. Puis on est dans un processus de rebâtir cette équipe-là. Ouais. C'est sûr que les blessures, l'absence de Carey Price. Excuse-moi, tu parles de quand Bergevin est arrivé ou quand il quitte? Parce que quand il est arrivé, c'était ça. OK, parce que quand il est arrivé, il n'y avait rien. Tu avais un club mature qui a eu une belle run, puis le prospect pool était pas mal plus sec que ce qu'on a aujourd'hui. Pour moi, le legacy le leg de Marc Bergevin en soi, ça va être ça, man. Tu vas le voir dans 4-5 ans, mais Parfait. La qualité de défenseur qui est dans les pipelines en ce moment, puis qui va monter. Là. Puis Bergevin, on le dit souvent, là, c'est un gars qui prêche par la défensive. Ouais. Je pense qu'on va le voir dans les prochaines années. Là. Puis, juste quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans, on parlait à quel point là, les prospect pools du Canadien, c'était un des meilleurs dans la ligue, puis ça venait même des autres marchés. C'est quoi, c'était-tu Kotkaniemi qui faisait la différence? Parce que c'est le seul qu'on a perdu. Là. Non, mais on va se dire, non, mais Chris, entre toi et moi, Kotkaniemi a accepté une offre hostile, puis là, c'est comme si on n'a plus rien devant nous. Là. Wow. On a encore un prospect. On a des prospects, on a des draft picks aussi. Ça aussi, c'est quelque chose que quand Bergevin est arrivé, le plus gros morceau qu'il avait la chance d'échanger, c'était Sergachev. C'était son seul morceau échangeable. C'est là où les moves vont commencer. Il est allé chercher Drouin. Il a fallu qu'il trade un Subban pour aller chercher un Weber. Il a fallu qu'il soit ingénieux dans ses moves de Weiss Fleischmann pour aller chercher un Dano. Il a été instrumental, le mot que je vais utiliser, mais il a utilisé le peu d'outils qu'il avait à sa disposition. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Les échanges. Mais c'est sûr qu'à partir de là, il faut qu'il continue de bâtir. Puis il a continué de bâtir, puis il a bâti tout ce qui va être l'équipe junior, la filiale. Il a bâti. Il a même emmené Laval à la. Il a pris le développement, c'était le directeur général de ça. Tout ce qui touche le développement, bâtir tout le volet mineur, au moment où il est arrivé, si je ne me trompe pas, c'est encore les Bulldogs d'Hamilton qu'on partageait avec Edmonton. Saint John ou Hamilton? Je pense qu'il est arrivé à Hamilton, puis après ça, il y a eu Saint John, puis après ça, ils ont déménagé à Laval. Je sais que toute l'orchestration de la construction du building, puis tout, c'est Marc Benjamin qui est en place pour Laval. Là, exact. Puis même, ultimement, les Lions de Trois-Rivières aussi. Là. Fait qu'un deuxième layer de ce que tu racontes. Là. Fait que, il y a eu tout ce volet-là. Oui, OK, Bergevin, c'est pas lui qui était là à la totale, mais il a été une pièce maîtresse dans dire cette équipe-là n'a aucune structure de développement de joueurs. Puis il a participé à toute cette création-là. Moi, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il a aussi amené Sylvain Lefebvre qui a été un désastre en fait de développement. Fait que, dans le fond, il a été instrumental puis à l'opposé aussi. Là, définitivement. Mais ça, c'est un de ces erreurs qu'on va parler, c'est son amour pour les joueurs.
sais, Bergevin, c'est un gars qui aime le monde avec qui il travaille. Oh ouais. Très, On le voit dans le contrat de Gallagher. On pourrait parler de bien des contrats dans ce sens-là. Oh ouais. Mais, Carey Price, mais, ouais. mais tu sais, c'est correct. Il faut que tu aimes tes joueurs, il faut que tu crois en eux. Puis je pense que c'est un ancien joueur. Hein? Lui, le locker room, là, c'est comme s'il était dedans avec eux là, à certains moments. Gallagher qui dit après le départ de Bergevin, moi, c'est un gars que dans mes problèmes, là, ou même dans ma négociation de contrat, Bergevin il m'a appelé, il n'a même pas appelé mon agent, il m'a appelé pour dire regarde, ça s'est dit, puis c'est rien contre toi, c'est juste une technique de négociation, puis on veut te garder, puis le lendemain, ça s'était réglé. Pour que Bergevin prenne la peine d'appeler Gallagher parce qu'il savait qu'il l'avait touché négativement. Puis est-ce que c'est là l'erreur où il était trop proche, puis c'est là où il a fait une erreur de contrat? On ne sait pas. Là. Mais peut-être, moi je pense que oui. il aime beaucoup ses joueurs, puis on l'a vu quand on s'est rendu loin en finale de la Coupe Stanley. Quand on a gagné la finale de la conférence. Là, puis je pense que c'est l'image que je vais garder de Bergevin le plus longtemps, personnellement, sa réaction quand on a clinché la finale, là, comment il a pris des joueurs dans ses bras, plus que pris dans ses bras, qu'il s'est embrassé, man, il était comme un père vraiment fier de ses jeunes. Là. Ah, définitivement. C'est le bon terme. Puis je pense que j'avais tweeté quelque chose à cet effet-là, justement, que peut-être qu'il y a des plus grandes failles de Marc Bergevin comme directeur général, c'est des grandes qualités d'humain, comme justement d'être trop proche de ses joueurs, d'être trop émotif, d'être trop loyal. Tu sais, c'est des qualités qui peuvent te nuire comme GM et qui font toi une excellente personne dans la vie de tous les jours. Là, fait que je trouvais ça, que Bergevin, qu'est-ce qui a mené à sa perte finalement, c'est des choses qu'on admire chez d'autres personnes en dehors de contexte professionnel sportif. Ça. Ah, ben, tu sais, combien de fois on a vu Bergevin émotif en conférence de presse? Combien de fois on l'a vu émotif quand il parlait des joueurs, quand il parlait de son monde, quand il parlait de ses négociations, quand il parlait d'avoir failli à la tâche? C'est un gros nounours, ce gros gars. Oh oui, absolument. absolument. On parle de Bergevin beaucoup, mais ce n'est pas le seul qui a perdu son emploi. Il y en a deux autres. Il y a eu Scott Manenby qui est parti de lui-même, son propre gré. Il y a eu Marc Bergevin congédié. Il y a eu Trevor Timmins. Ça, c'est immense. Hein? Ça date de pas mal plus longtemps que Bergevin, là, Trevor Timmins, dans l'organisation du Canadien. Là. Si je ne me trompe pas, c'était 2003-2004 environ quand il est arrivé avec le Canadien. C'est ça, ouais. Fait une vingtaine d'années, pas loin. Yep. Pardon? Une vingtaine d'années, pas loin, oui. Facile. Puis ça fiche, autant qu'on le vend, Timmins, c'est un des bons, il est capable d'aller chercher les joueurs en 3e, 4e, 5e ronde, même Primo en 7e ronde. Oui, mais il nous a jamais amené la perle chez le Canadien, malgré des top 10, surtout dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui disent à travers la Ligue que le choix de première ronde, c'est souvent le call du DG. Fait que tu sais, comme, mettons, sous Gainé, c'est Gainé qui a fait drafter Leblanc, puis Timmins voulait Kreider. Ça, c'est un fait connu. Là. Okay. So, à quel point on peut en vouloir un gars en regardant, comme tu viens de dire, là, ses choix de 2, 3, 4, 5, 6, 7e ronde sont habituellement au-dessus de la moyenne. Puis qu'est-ce qui le coule, c'est ses statistiques de joueurs de première ronde qu'il aura choisi. Tu sais, on pense à des McCarron, entre autres. McCarron, je suis persuadé qu'il y a eu une grosse influence là-dessus. Là. C'est son genre de joueur à Timmins, mais la plupart des autres premiers choix, je ne sais pas à quel point il y a... En tout cas, au moins avant Bergevin, là, parce que je pense que Bergevin, on l'a vu souvent à table. On a eu beaucoup de footage sous Bergevin, du behind the scenes du repêchage. Puis il me semble qu'il s'en remettait souvent à Timmins, même pour les choix de première ronde. Moi, c'est ce que je me rappelle. Là. Il pose la question do we do it, do we not? Puis il pull le trigger. Même quand Timmins il a dit on va prendre Caulfield, il a dit c'est le petit scoreur, ça. Hein? Je ne sais pas si tu te rappelles de cette footage-là. Puis Timmins était comme yep, that's the one. Fait que Bergevin n'était pas si proche du draft, mais dans le fond, à la limite, c'est peut-être le départ de Timmins n'est pas étranger au fait que Gorton est VP et président des Hockey Hubs à Star, qui était, c'est une de ses grandes forces de scouting à Gorton, puis c'est son background avant de devenir assistant DG, puis DG éventuellement. Le gars a commencé comme scout. Là. Je pense que c'est pas étranger à ça, le fait qu'on ait vu Timmins quitter son emploi en même temps que Bergevin. Puis je pense Paul Wilson aussi, qu'on a oublié de nommer. Paul Wilson, exactement. Paul Wilson qui, honnêtement, là, côté travail, éviter que l'information leak parce que le Canadien fait un gros travail de ce côté-là. À moins que le Canadien veut changer sa philosophie de communication, moi, je trouve que Paul Wilson faisait un travail plus correct. J'adorais Paul Wilson, man. Moi, je l'ai compris ce mot-là. Droit, straight,
sec avec certains journalistes qui voulaient déraper de la situation. Il ne s'empêchait pas d'intervenir au besoin. Mais je pense que c'est à ce niveau-là qu'il a perdu son emploi. Je pense que ce n'est pas une question de comment l'information va couler avec le prochain, mais plus comment des murs se sont dressés avec certains journalistes, puis on veut peut-être rétablir juste une relation amicale avec eux. Pas nécessairement pour plus d'informations, mais juste pour plus de courtoisie, mettons, entre les deux parties, parce que c'était rendu froid, là, mettons, avec des gars comme Arpin Bassou, puis Pat Hickey. Il y avait quelques journalistes qui étaient brûlés avec Bergevin. Tu as Régent Tremblay qui en parle tout le temps de. Tu sais, quand on parlait de l'entrevue de Drouin, lui, il disait ouais, mais tu sais, Chantal va l'interviewer, mais tu vas avoir Paul Wilson à côté de Drouin qui empêche Chantal de poser chaque question. Tu sais, il était rendu vraiment. Les journalistes ne se sentent plus à leur place actuellement dans la façon qu'ils géraient ça. Mais honnêtement, moi, de l'extérieur, absolument rien à dire sur le travail de Paul Wilson. Moi, c'est le genre de voiture que j'aime puis que je lève mon chapeau de ce côté-là, là, définitivement. Fait que terminer peut-être avec Bergevin, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets à parler. T'as-tu sa lettre? Oui. Bergevin, j'aimerais ça je sais qu'on fait ça en shootout habituellement, ce genre de questions-là, mais on est dans le sujet. Qu'est-ce que tu dis qu'on se pose une question chacun sur Bergevin? Vas-y donc. Je suis pas inspiré tout de suite. Moi, sans être inspiré, gars, selon toi, c'est quoi le meilleur coup que Bergevin a fait puis son pire coup? Value-wise, c'est dur de ne pas considérer Fleischmann et Weiss pour Dano. Là. C'était deux agents libres qui se terminaient, deux gars avancés en âge, deux gars, on va se dire, c'était deux gars de quatrième trio. Là. Une poignée de gars de quatrième trio que donné Dano puis Romanov avec du recul. C'est fou. C'est fou, c'est en fait, valeur pour valeur, là, j'ai de la misère à évaluer un meilleur trade que ça. Sinon, Pacioretty, Suzuki, le Tatar, c'est un move-là. Si j'ai de la misère à trancher entre les deux, mais c'est dans ces deux grands coups-là, d'après moi. Excellent. Moi, je vais te rajouter. Je te retourne la question. Tu penses que ça fait partie des meilleurs coups? Moi, je pense que c'est le meilleur coup de Bergevin personnellement. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour ce que ça l'a amené d'un point de vue leadership. Puis on l'a vu en finale de la Coupe Stanley l'année passée, à quel point Weber, il inspire le respect, l'environnement au complet. Puis son absence actuellement, elle se fait sentir solide. C'est un gars qui était mal amoché, puis tu l'as vu jouer son meilleur hockey. C'est fou, raide, ça. C'est inconcevable. Honnêtement, si ce n'était pas de son état de santé puis d'une retraite possible, honnêtement, je pense qu'il changerait encore l'image du Canadien, puis on ne serait pas où on est si ce n'était pas d'un gars comme chez Weber. Non, autant défensivement que sa présence en leadership match. D'accord, vas-y, excuse-moi. Ouais. Fait que, pour moi, là, c'est vraiment énorme. Pas que je déteste Piqué. Puis, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Piqué, demain matin, il veut revenir avec le Canadien. On mange du salaire, puis on le prend. On a besoin d'un puck moving defense. J'espère demain matin. On peut s'attendre l'année prochaine. Il va coûter pas mal moins cher. Oui, définitivement. Mais plus dans le sens de. Je comprends ce que tu veux dire. Puis je suis d'accord avec toi qu'avec un prix honnête, là, son problème, c'est le salaire. Oui. Ouais. Mais j'ai adoré cet échange-là. Je trouve que ça a pris du guts, ça a pris big balls, comme on dit. Puis c'était la première fois qu'il nous démontrait, guys, j'ai pas peur. Puis. Pourquoi moi, je considère pas ça dans ces. Excuse-moi, Matt, je voulais pas. Pourquoi moi, je considère pas ça dans les meilleurs trades? Parce que l'APA était bon. À ce moment-là, Piqué Subban, il était hot. C'est sûr qu'il y avait de la demande. Fait que, si c'était pas Weber, c'était un autre excellent trade, tu avais un appât de qualité, tu allais avoir un trade de qualité. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas considéré autant. Pacioretty, là, c'était du tight. Là. Le gars, il expirait. C'était à quoi? À quelques jours, si ce n'est pas semaine du début de la saison. La saison morte était finie. On a manqué notre chance au 1er juillet. On a manqué notre chance au plancher du draft. Ouais. On était rendu, tout le monde était comme, oh my God, on ne l'échangera pas. Bam! Non seulement on l'a échangé, mais on était chercher un centre qu'on n'a pas eu depuis tellement longtemps, puis un kid qui là peut-être n'est pas à son meilleur en ce moment, mais qui va connaître une sale carrière, il n'y a personne en doute. À cause de ça, c'est pour ça que Piqué, je ne l'ai pas considéré nécessairement dans ce niveau d'échange-là, à cause que l'APA était d'excellente qualité à ce moment-là. Puis dénigrons Piqué Subban, si ça nous tente, je m'en fous. À ce moment-là, sa valeur était indéniable. Là. Il était hot, il sortait d'une saison Norris une année avant. Chez Weber. Peut-être qu'en retour, juste en valeur de joueur, on aurait, mais comme tu dis, le leadership et tout, j'enlève pas. C'était ce leadership-là qui manquait à ce vestiaire-là. Puis je pense que c'est ce qu'il voulait aller
principalement aller chercher. Puis même plus là, tu penses-tu que la dernière run, il n'y a pas des joueurs là, qui, tu sais, mettons un Suzuki, là, OK, là, il est trop jeune pour carry l'équipe sur ses épaules, là, mais qu'est-ce qu'il a appris de Shea? Là? Il va emmener ça toute sa vie. T'as-tu vu quand Shea Weber est venu juste sa petite pause de soccer avant le match contre Vancouver, comme Romanov était Romanov est tellement heureux de le voir. Yeah. Fait que ça c'est des affaires pour moi que tu peux pas. L'apport de Shea Weber encore à long terme, même à travers son absence, il va se faire sentir pour des années. Parfait. Fait que, j'ai adoré le trade aussi, Matt. C'était pas, mais je trouvais que la paille était trop bon pour mettre ça dans les meilleurs coups de Bergevin parce que c'est sûr que tu aurais dû avoir quelque chose de qualité. Sa pire décision? Je vais y aller en premier cette fois-ci. Moi, je pense que c'est pas une décision, mais son pire move, c'était son amour pour les joueurs puis l'amour pour son personnel. Je vais mettre Timmins, je vais mettre Sylvain Lefebvre, entre autres, puis je regardais ça comme ça, là, mais pour moi, ça, c'est dans les deux pires moves qu'il a fait. C'est de les garder longtemps. Ne pas signer Markov. De laisser un gars comme Markov ne pas jouer son millième match dans le chandail, c'est criminel. C'est criminel. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'est-ce qui s'est passé, Matt. Markov n'avait pas d'agent. Puis dans les techniques de négociation, un DG va tout faire pour baisser la valeur du joueur. C'est textbook DG. Là. Fait que quand tu es joueur, tu n'es pas prêt à recevoir ça comme un agent est prêt à recevoir ça puis à filtrer ce qui s'est dit, par remodeler les mots puis tout. Puis Bergevin était aussi frustré de Radulov le même été. Je pense que ça a pesé dans la balance. Ça n'a pas aidé. Il avait l'impression de se faire jouer par deux joueurs, même si les deux joueurs, ce n'était pas une équipe, même s'il aurait dû être capable de se détacher de ça et de derrière les deux dossiers séparément. Je pense qu'il a eu l'impression de se faire jouer par deux joueurs. Puis, en même temps, tu avais les photos de Radulov au mariage à Markov qui sortaient, tu sais. Fait que ça venait comme Chris, ils se parlent dessus, ils sont chums. J'ai l'impression que ça a joué un peu, puis ça n'aurait pas dû. Le Marc aurait dû être meilleur que ça, puis de séparer les deux cas mieux que ça. Mais Markov aurait dû avoir un agent en bonne et due forme dans le bureau pour faire la négociation à sa place. Fait qu'à cause de ça, mais n'empêche, Bergevin aurait dû trouver une façon de ramener Markov, finir ses 1000 matchs, c'est criminel. C'est le meilleur défenseur après Larry Robinson dans l'histoire du Canadien. C'est inconcevable que tu ne trouves pas une façon de fermer les livres mieux que ça avec une légende comme Markov. Oui, je suis avec toi à 100%. Sinon, tu sais comment j'aime Drouin, mais ça serait facile de dire Sergachev aussi. Drouin n'impacte pas tant que ça, ce line-up-là. Autant qu'une présence comme Sergachev le ferait. Là-dessus, comment est-ce que Sergachev aurait vraiment l'impact sur l'équipe actuelle? Tu penses que son caractère ne serait pas le même? Parce qu'il est tough, le gars. Il est tough to play against. Il est tough to play against. Mais en même temps, je ne le sais pas, je ne le connais pas assez. Je ne le regarde pas assez depuis qu'il a changé d'équipe. T'as-tu vu ce but-là, Matt? Je viens de voir. À l'instant, on expérimente quelque chose. On enregistre en même temps qu'on écoute la match, tout le monde. On écoute la game contre Colorado en ce moment, dans le fond. Puis c'est le troisième but qu'on vient de voir. Puis parlant de Romanov, il a un petit peu mal paru là-dessus. ça faut qu'il y ait une cage. Exact. Le panda est en cage. Non, je ne suis pas autant critique de ce trade-là que beaucoup d'autres. Mais tu sais comment j'aime Drouin, fait que c'est difficile pour moi. Je pense que pour être fair, le fanbase l'a quand même eu sur le cœur, ce trade-là. Oui, définitivement. Puis on va rajouter Alzner rapidement. Là. Moi, je ne suis pas capable d'embarquer là-dedans. Mais je ne suis pas prêt à le mettre dans les pires flops parce que chaque directeur général en fait une erreur comme ça. Là. Il y a 4-5 clubs qui auraient donné le même contrat à Alzner cet été-là. Il était sur le top trade bait de TSN trade bait. Oui, il y avait, si je ne me trompe pas, Pietrangelo le même été, puis c'est le seul joueur qui avait été réglé juste avant la date ou comme aux premières heures du premier. Fait que, il restait rien que ça comme défenseur. Tu cherchais un défenseur, le top de la liste est Alzner. J'ai beaucoup de misère à en vouloir à Bergevin. Pour ça, peut-être à la limite, on aurait pu mieux gérer, par exemple. Tu sais, comme Savard en ce moment, là. Juste parce que les fans sont outraged d'un joueur, tu ne peux pas réagir à ça. Là. Laisse le gars trouver son groove, man. Laisse le gard trouver son. Moi, je déteste parler de ce qui se passe avec Savard. Je ne veux même pas aller là. Puis, je le trouve bien correct, Savard. Je ne comprends même pas l'outrage. Savard, je ne comprends pas le hate pour Pocket. Savard. Pocket, à la limite, moi, je comprends parce que dans le fond, tant qu'à jouer un Pocket, j'aime aussi bien voir un jeune pogner des minutes, mais ce n'est pas le même rôle. Puis c'est là que je n'embarque pas non plus autant que ça dans les critiques de Pocket parce que à cause de ça, tu vois que Caulfield, c'est une 4 donner des grosses mises en échec. C'est complètement stupide de comparer les deux. Mais j'aimerais bien voir, dans une saison comme on joue là, j'aimerais bien voir même à la limite peut-être un Ilonen manger des minutes à Montréal. Oui, mais la façon que Ducharme joue actuellement, ses joueurs, ils ne placent pas nécessairement dans des situations favorables. Est-ce qu'on est peut-être pas mieux de les garder tous ces gars-là à Laval?
que de les amener avec le grand club. Mais en même temps, redescends un gars comme Caulfield, j'ai pas de problème. Il n'est pas, exactement. Pas dans son mais c'est pour ça, Ilonen n'est pas au même niveau que Caulfield à son développement. Exactement. Il y a une couple d'années d'expérience quand même, Ilonen. Je pense qu'il pourrait mieux comprendre que c'est pas parce que ça va mal que je suis mauvais. Ou est-ce que Caulfield doit se remettre en question là, quand on ne fonctionne pas comme équipe. Là. Je pense pas que c'est bon pour sa confiance parce qu'Ilonen a fait sa progression, une courbe de progression quand même solide. Là. Il a joué plusieurs années en Europe. Il a joué une grosse saison complète l'année passée à Laval. Fait que je pense qu'il est rendu là, bien plus que Caulfield, je pense que ça va être intéressant à voir, là, définitivement. Oui, puis d'ailleurs, Gorton qui a pris la peine d'aller voir jouer le Rocket hier. Oui, c'était un de ses premiers moves, c'est ça. Ça a été d'aller voir l'équipe du Rocket. À voir si on serait allé au match. Aller voir ce qu'il y a dans les pipelines. Oui, j'avoue que ça rendait Gorton assez accessible. Puis même aujourd'hui, il y a des médias qui disaient qu'il fait sa première visite dans le salon des anciens? Dans le salon des joueurs, des médias. Okay. Il commence à apparaître. Demain, 10h, hein? Demain, 10h. Ah oui, je t'ai vu commenter que tu cancellais tes rendez-vous. Inquiétez-vous pas si vous êtes de mes patients, je vais vous traiter quand même. On aura juste sur la radio une conférence de presse. Fait que si on regarde rapidement, je pense que ça fait le tour un peu de ce qu'on avait comme équipe, puis on va aller maintenant vers la prochaine étape, c'est on tourne une nouvelle page, on commence une nouvelle ère. Juste attends, là, la lettre de départ de Marc Bergevin, c'était tellement classique, c'était vraiment bien fait, je voulais dire. L'amertume qu'on a rapportée dans les médias, c'est pas ressenti du tout dans son goodbye letter ou whatever, comment tu veux appeler ça. Mais l'amertume, c'était plus par rapport à la façon que c'est sorti et non pas sur l'annonce en tant que telle. En tant que tel, je suis d'accord en plus. Je trouve que ça a été mal fait. Là. Puis une partie de ça, je vais le mettre sur le dos de Mellanby. Là. Toi, le pont était rompu, tu n'avais pas raison d'aller tout déballer, qu'est-ce qui se passait en arrière. Là. Je trouvais ça un peu cheap à la limite. Puis les nouvelles sont sorties des médias autres. Les médias anglophones, les Elliot Friedman. Je ne sais pas parce qu'il y a eu du bruit, puis après ça, des gars comme François Gagnon ont été tout de suite en contact avec Mellanby, puis c'est eux qui ont confirmé comment ça s'était passé. Fait que les gros échos venaient de l'extérieur, mais les confirmations avec les informations ça venait quand même de pas trop loin. Fait que, de toute façon, je m'en fous de ça. C'est comment ça a été fait. Tu sais, toi, tu quittes la job parce que tu n'es pas content qu'on te considère pas, ben quitte la job en disant j'aimais pas la direction que ça prenait, puis d'attitude, forme ta gueule jusqu'à temps que c'est une journée et demie. Une journée et demie après, il y avait tout le champ libre pour parler au lieu de foutre la merde avant. Man. Je trouvais ça un peu cheap. Je ne sais pas s'il va se retrouver une job vite dans la Ligue nationale, mais il me semble que c'est le genre de truc qui peut venir. Il me semble que c'est le genre de truc qui peut venir à ta réputation. Oui. Tandis que Bergevin, demain matin, il peut se trouver une job. Oui, puis ça ne sera pas long d'après moi, à moins que ça vienne de lui. Là. Saison prochaine. Là, comment que la soupe bouille à Chicago, je ne serais pas surpris que. Oui, mais il y a plusieurs places actuellement. LA, ça serait drôle qu'il retrouve Dano à LA, hein? Check bien Pat Brisson dans son équipe aussi. Tu sais qu'on a passé à 2 doigts d'envoyer Patch à LA en plus. Fait que ça du recul, il pourrait avoir Pacioretty, Dano puis Bergevin à LA l'année prochaine. Ça serait il peut les trader où il veut. Il connaît leur valeur. Oh, yes. So with that done, let's turn the page. Là, on vient de nommer un vice-président exécutif aux opérations hockey. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est pas clair un peu. Chaque club a comme un rôle différent pour leur direction, leur directeur, leur président Hockey Hops. La seule chose, là, c'est que c'est un titre complexe pour dire que Molson veut quand même avoir un pied à la présidence de cette équipe-là. Il nomme un vice-président qui va travailler avec lui, qui est... Mais ça, juste un affaire, que je n'ai pas compris, parce que dans le point de presse de Molson, il n'a pas arrêté de dire à quel point non, il ne s'impliquait pas dans la décision, puis ci, puis ça. Pourquoi tu ne lâches pas ton hostie de titre? Je comprends pas. C'est un salaire de plus pour lui? C'est ça la joke? Tu penses que c'est ça, man? C'est pour gérer le volet monétaire. Oui, mais tu n'as pas besoin, tu es propriétaire. Tu peux gérer le volet monétaire en ne donnant pas un titre. C'est complètement inutile. Il aime ben trop. Pour moi, c'est un fan. Il aime ben trop son exactement. Il y a une bonne raison de lâcher le titre. C'est parce que tu es trop partisan pour être objectif dans tes décisions. En nommant Gorton, ça devrait être la confirmation que tu te retires. En plus, le timing était parfait. De dire, gars, moi, c'est pas ma place de gérer du hockey. Puis en plus, il n'a pas arrêté de le dire.
Ah, moi, je ne suis pas dans les décisions hockey, je ne Ouais. suis pas dans les décisions hockey, Mais il mais veut faire partie des meetings, il veut savoir ce qui se passe. Fait en t'es restant président, propriétaire, il man. Toutes garde les portes, tu peux les ouvrir, c'est garde tes un portes pied à là. toi, man. Tu veux mettre la clé dedans puis l'ouvrir, c'est ta fucking porte, Ouais. man. Personne ne va t'empêcher, je comprends pas. J'accepte pas aucune explication de ça. C'est juste niaiseux puis immature de sa part de s'accrocher à un titre qui ne sert à rien. Fait que Gorton, il est là, un contrat de 5 ans de ce qu'on semble couler. C'était dans le 32 Thoughts Podcast de C'est ça? Alex Freely. Je sais pas, Exact. j'ai vu que j'ai vu l'information passer que c'était une rumeur d'être 5 ans, mais j'ai Ouais. pas eu la source. Selon le podcast de Elliot Friedman, c'est ça. Elliot Friedman, ouais. Fait qu'il confirmait un 5 ans. Gorton, qui est un simili GM où il va aider à nommer le GM. Il y a tellement d'ambiguïté actuellement sur ce poste. J'ai tellement hâte de l'entendre parler demain sur comment il voit ça, comment il voit la structure, parce que le Canadien, il va commencer une nouvelle structure, une structure qui commence à être vue un peu partout. Si on prend nos voisins des Leafs, pendant un certain temps, il y avait Dubas, puis il y avait Lou Lamoriello plus haut, puis il y avait Shanahan. Shanahan qui était également présent. Fait que, est-ce que ça va ressembler à quelque chose comme ça où Au bout d'une couple d'années, Gorton devient un peu inutile puis c'est s'en ça, va, il genre. devient comme le puppet master là, qui gère tout ça. Mais est-ce que ça va être réellement des marionnettes ou est-ce que ça va être des personnes qui vont travailler en collaboration avec lui? Ça, c'est Je sais pas. ce qui est coulé dans les médias, ce qui est coulé un peu partout, c'est que là, on va nommer un GM francophone juste pour jouer la marionnette. Mais J'y crois pas, honnêtement, ça, tu moi. nommes pas une tête d'hockey pour être une marionnette au bout de la ligne. Moi, je pense que cette personne-là, puis tu sais, tu m'avais challengé un peu cette semaine là, à une question, tu penses vraiment que c'est une marionnette, Mathieu? Puis je t'ai dit non, ça va être une personne, tête d'hockey qui va Parce que c'était ton tweet, dans le fond, puis à la fin de ton tweet, tu demandais un peu ce que les gens pensaient, puis j'étais comme, toi, t'en penses quoi, right? Oui, c'est ça. Ouais, Fait que, exact. moi, je ne pense pas que ça va être une Moi marionnette. non Moi, je plus. pense que ça va être vraiment une personne d'hockey solide qui va venir challenger. Puis Gorton va pouvoir s'entre-challenger pour prendre la meilleure décision possible. Une décision qui va être concertée, qui va se faire en équipe, que le GM va avoir la responsabilité. Mais je pense qu'un peu, on a vu des fois, tu sais, un Bergevin qui est assis, là, puis là, il y a la table de personnes autour de lui, là. Il en discute, il challenge, il en parle, puis tout ça. Mais au bout de la ligne, tu en as un qui prend la décision. Puis je pense que ça va être Mais le l'affaire que futur j'ai pas. GM. On a dit que Bergevin n'avait pas ce genre de tête de hockey-là autour de lui, mais en fait, c'est pas vrai. Quand on a engagé Bergevin, on a été chercher Rick Dudley. C'est expressément pour ça. Ça a duré 3-4 ans. Fait que de dire qu'il n'a jamais eu ça dans son règne, il y a plusieurs médias qui avaient dit ça, je ne suis pas d'accord, mais il y avait eu quand même ce genre d'encadrement-là. Là où ça diffère, je pense que c'est fucked up ce que je vais dire. Je pense que la plupart des décisions vont tomber sur le GM, mais que Gorton, lui, va avoir un veto. Qu'en cas vraiment extrême, va dire non, ça, je ne l'accepte pas. Non, ça Ça, je passe l'accepte pas. pas. Ouais. Ouais. Je pense que c'est plus ça qui va arriver. Puis peut-être c'est prématuré un peu dans le pod parce que dans le fond, c'est un sujet qu'on va effleurer tantôt, les potentiels candidats, mais Ouais. je pense qu'un gars comme Gorton, ça vient qualifier plus de candidats au poste de DG. Du monde qui sent un président des Hockey Hops, j'aurais pas envisagé, deviennent soudainement des candidats corrects, puis même peut-être plus que corrects. Parce que Potentiel tu dis, Chris, intéressant, puis ouais, ils sont peut-être encore plus solides que d'autres qu'on voyait de par la présence de Gorton. Oui, exactement, je suis d'accord avec ça à 100%. Ouais. Je pense que Gorton, puis je ne me rappelle plus c'est qui je lisais. Gorton, c'est connu comme le gars qui est ami avec tout le monde puis qui s'entend bien. Mais d'ailleurs, le point de presse de Molson, tu as été surpris d'apprendre à quel point il valorise Batman et à quel point il est proche de Batman, Molson. Moi, je ne pensais pas ça. Il a dit dans son point de presse que Batman, c'est un gars de qui il cherish ses conseils, genre. Puis c'est un gars, un homme de hockey qui respecte. Ça m'a surpris d'un. Puis de deux, Gorton est reconnu comme ça aussi, être proche de Batman. Oui, mais fait que je sais pas si ça vient un peu. Il était dans le marché de New York. Les bureaux de la NHL sont à New York. Je sais pas si ça vient un peu créer des ponts, parce que souvent, les dernières années, on se demandait, la Ligue, elle tue Montréal, est-ce que ça n'a pas de crise d'allure, right? Peut-être que Batman puis Bergevin saillissent la face, puis c'est pas connu, là. Puis là, c'est ça. Fait que ça je trouvais que... bon pour Montréal, ça. Ben, fucking right. Fucking right. Ça peut juste être bon, tu sais. On pense souvent, tu sais, c'est Montreal against the world, mais peut-être qu'un gars comme Gorton va venir rétablir certains ponts au travers de la Ligue nationale, dont avec... Je dis pas non à ça. À D'ailleurs, suivre. parlons de comment Gorton on ne a connaît quitté pas en tant New que York. personne encore.
Mais de ce qu'on lit, c'est que Gorton, c'est une personne qui s'entend bien avec tout le monde, un gars d'équipe, un gars qui a tellement une bonne tête d'hockey, mais Une tête d'hockey en plus. Hein. qui cherish toutes les idées, tout ce que le monde va apporter. Puis pour moi, ça, là, dans un rôle à Montréal où il va avoir une équipe, puis ils vont nommer un jeune directeur général, puis on sait qu'on va vous chercher à groom un jeune directeur général, mais un gars comme Gorton devient extrêmement important pour l'organigramme du Canadien. Moi, je suis tellement Absolument. content de ce. À chaque fois que j'entends des choses sur lui, à chaque fois que je regarde son track record, C'est toujours vraiment positif. ouais. Puis même comment il a perdu sa job à New York, c'est presque positif. Tu sais. Il a perdu sa job en se tenant pour ses joueurs. Puis, ça fait que même qu'est-ce qui serait négatif sur la feuille de route de n'importe qui, lui, il a comme une petite twist positive dans comment ça s'est passé. Tu sais. Il a issu une lettre pour se plaindre du traitement de ses joueurs, je me rappelle bien. C'était super rapport aux arbitres pendant une game. C'était ça? Le statement que New York avait sorti. C'était par rapport à la suspension, la non-suspension de Tom Wilson. Les Rangers avaient sorti un statement disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, qu'eux, ils cherish Ils parlaient de tout ce qui est positif là, par rapport à ce qui se passait. Puis, il a été congédié suite à ça, là, tout simplement. C'est une bonne affaire, un gars qui finalement n'a pas eu la langue dans sa poche face au comité le player safety, dans le fond. Oui. Fait que puis c'est les propriétaires qui n'étaient pas d'accord avec ce que il avait été sorti dans ce communiqué-là, puis c'est pour ça qu'ils l'ont congédié. Malade. Ouais. Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire, Matt? T'avais demandé sur Twitter. Attends, avant d'aller là, je veux juste. C'est parce que ça va couvrir plein de sujets. Je veux juste parler de Gorton rapidement. Vas-y. Le gars, juste pour savoir, là, il a fait 2 équipes en 27 ans de travail. C'est énorme pour quelqu'un dans la ligue. On sait que tu commences une job, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas la finir, mais 2 équipes, 2 Original Six, Boston et New York Rangers en 27 ans. C'est incroyable. Il a commencé avec les Bruins, où en 2006, il avait été nommé comme directeur général par intérim, suite au congédiement du GM qui était en place. Au draft, il a drafté Phil Kessel, Milan Lucic, 50e, puis Brad Marchand, 71e. Il avait obtenu Tuukka Rask en échangeant Andrew Raycroft. Puis il avait signé dans cette même année-là Zdeno Chara puis Marc Savard. Ça, juste à l'affaire. Je ne suis pas grand fan de Rask, mais ça, c'est tout un vol. Raycroft contre Rask, c'est quand même extrêmement solide. C'est un vol. Ouais. Ensuite de ça, vite, en 2000, là, il a été échangé aux Rangers par la suite, où il a perdu son contrat, il est allé aux Rangers, parce que son poste n'était que par intérim à ce moment-là. Là, il est allé, il a fait des jobs de professional scout, il a fait du director scout, il a également été nommé assistant général, il a fait directeur général depuis 2015 avec les Rangers. Il a fait plein de gros repêchages. Entre autres, c'est lui qui a repêché Capo Caco, il y a un Chitil, Kandre Miller, Lundqvist, Robertson, Zach Jones. Il y a comme plein de noms populaires là, qui ont été repêchés à ce niveau-là. Mais moi, c'est les échanges qu'il a fait. Je vais te nommer des échanges, puis tu me diras si c'est des wins ou des losses. Brassard pour Zibanejad. Mais Brassard était chaud à l'époque, mais avec du recul, c'était un gros win. Mais à l'époque, c'est peut-être l'année où est-ce que Brassard est encore hot puis qu'il y avait encore une grosse valeur sur le marché. Mais n'empêche, Zibanejad pour tout ce qui est revenu, il est devenu après, ouais. Il a échangé Stepan Antiranta pour aller chercher D'Angelo, qui était solide en défensive à ce moment-là. Puis il y a une année. Si tu enlèves la controverse autour de D'Angelo, c'est tout un esti joueur de hockey, man. Rien à dire. Ryan Spooner pour Ryan Strome. Spooner aussi, c'est un gars qu'on avait des plus gros hopes que ce qui est devenu, mais avec du recul, un gros fucking win facile. Oui. Il a signé des gars comme Zibanejad, Adam Fox, Artemi Panarin. Adam Fox, il ne l'avait pas drafté. Pardon? Il n'avait pas drafté, Fox? Fox a été drafté par une autre équipe, puis il ne s'est pas rapporté après ses 4 ans. Un peu comme à Harris, Jordan Harris. Il ne s'est pas rapporté à son équipe après les 4 ans. Comme Will Butcher. Columbus, oui. Puis il a fini par signer. Lui, il voulait aller à New York, puis ils l'ont réussi à le signer. Puis, tu as d'autres signatures, là.
Shattenkirk, Marc Truba, Savard, Kreider, tout lui, là. Chara. Exact. Fait que c'est Excuse-moi, quand même vas-y. solide comme CV, là, puis Un on sale n'a pas un 2 CV. de pique. Non, 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 absolument pas. Puis on sait qu'à Montréal, on aime ça, les échanges où on n'est pas perdant. Fait il n'en a pas perdu beaucoup, lui aussi, un peu comme Bergevin. Fait que ça va être Ouais. quelque chose d'intéressant. Good. On y va-tu avec les questions? Ouais, j'aimerais ça parce que dans le fond, ça va brûler une coupe des sujets. Fait que par le fait même, on va parler Excellent. un peu des potentiels candidats, etc. Mhm. Fait que commençons avec. C'est ce que je pense que je vais commencer avec notre chum Yann Lafrenière qui nous a envoyé. Hey, Celui-là était solide. quand même, ouais, était quand même pas peu. Ben, tu sais, c'est un sujet qui est quand même d'actualité en plus, Oui. là. Fait que Yann Lafrenière qui demande c'est qui vos intouchables? Est-ce que vous avez des vets sur votre liste ou juste des jeunes? Puis là, lui, il propose la sienne. Dans le fond, lui, il protégerait Goulet, Caulfield, Suzuki, Romanov, puis des vétérans comme Anderson et drumroll, Drouin. Fait que, Oui. tu veux-tu commencer? Ben, je vais commencer. Puis Yann, un gros merci d'avoir pris le temps de nous écrire ta question. C'est super apprécié. Yann, moi, je vais commencer avec, tu sais, tu as nommé des jeunes, là, mais moi, les jeunes, je ne les touche pas. Peu importe c'est qui. Caulfield, Romanov, Goulet, Mailloux, même pour l'instant, je ne le toucherai pas. Je pense que c'est un jeune qui va grandir. Tout ce qui est jeune dans l'organisation, qui est prometteur, que tu sais qu'il va jouer un rôle prédominant, même les Peeling de cette organisation-là, les Evans de cette organisation, j'en ai plusieurs, là, mais je ne touche pas à tout ce qui est en bas de 25 ans. Si je fais un reset, ce n'est pas l'objectif. À moins vraiment que c'est dans un throw-in, tu vas chercher un autre joueur actuel, mais d'emblée, moi, ce n'est pas des joueurs que je toucherais. Fait que là, je vais y aller plus avec mes keepers. Puis c'est là où moi puis Pat, on sait qu'on ne s'entend pas toujours. On va commencer avec Il y en a celui au qu'on moins s'entend, un qu'on ne s'entendra Anderson. pas à 6,5 millions d'après moi. Mais moi, Anderson, je le garde. Okay? Ah ouais, absolument. Pourquoi? Parce que des joueurs comme lui dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup. Un gars C'est irremplaçable. quand il y a du freedom sur la glace, il patine, il frappe, il fonce, il est capable de compter. C'est pas le plus élégant pour faire ses buts, mais quand ça rentre, ça rentre. Puis, tu sais, pour moi, un gars comme Anderson, j'avais peur au début à cause des blessures, mais ce n'est pas l'inquiétude que j'ai actuellement. Je pense que tu as besoin d'un joueur comme lui dans la Ligue. Puis c'est difficile à aller chercher. Pendant combien d'années on n'a pas eu ce genre de joueur-là chez le Canadien? Anderson, c'est un keeper. L'autre que j'aimerais garder autour de la chambre, c'est Brendan Gallagher. Il y en a beaucoup qui veulent l'échanger pour son contrat. Toutefois, c'est correct d'avoir un contrat qui est plus gros dans le lot. Il n'y a pas de problème. On n'est plus dans l'ère du flat cap. On parle déjà d'une augmentation du cap salarial. Fait que moi, Gallagher, je ne me presse pas à changer. On vient de perdre Price. Price, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Chez Weber, on parle d'une retraite. L'éthique de travail, le cœur au travail, l'attitude positive, de vouloir commencer et finir avec une équipe, de mettre son cœur sur la glace à chaque fois, fait en sorte qu'un joueur comme Gallagher, moi, je le garde. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas le leadership parce que là, ça va mal puis il ne se lève pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les pas fermés. Mais moi, je pense que le problème de cette équipe-ci actuellement, ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème de direction. Puis ça revient au coach et non pas au joueur. C'est pour ça que moi, Gallagher, je n'attaque pas son leadership. Fait que moi, vite, mes keepers, là, c'est eux. Drouin, au contraire, là, je l'adore, mais demain matin, tu as une offre pour lui, je l'échange. Je l'aime bien, là, mais il est dans mon trading block solide. Je le mets avec des gars comme Chariot, comme Toffoli, moi, j'échangerais. Puis tous les autres, qui ont tous des gros contrats, j'attendrai peut-être, là, mais ils sont dans ceux que j'explorerai. Je suis d'accord avec toi sur Anderson. Ça, je tiens à le dire, là. Il y a beaucoup de monde qui sont sur son cas sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Il faut clairement avoir un manque de compréhension de la game pour échanger un gars comme Anderson ou même critiquer son contrat. C'est des joueurs qui sont pas... Sans sa fiche d'analytique, tu vas comprendre pourquoi. Who cares, man? C'est ça. Sans la fiche d'analytique, man. C'est les mêmes fiches d'analytique qui disent que Jeff Petrie est bon, ça. Fait que c'est ça. Who cares, man? Dans le fond, remplacer Anderson demain matin, ça prend 2 ou 3 gars en comité pour remplacer tout ce qu'il fait sur une glace. Là. Fait qu'à cause de ça, à cause de l'impossibilité de remplacer un gars comme ça par un autre joueur,
Non, je ne touche pas à ça. Un peu comme Yann, puis comme toi tu disais, les jeunes, je serais très réticent à toucher à ça. Tous ceux qui n'ont pas joué dans la NHL encore, ne touchent pas à ça, en moins d'une sale offre, comme tu disais. Là. Mais échanger pour échanger, là, échanger un choix de deuxième ronde ou un choix de troisième ronde contre un choix, contre un pic, là, puis que n'a jamais joué une game encore, non, je ne toucherais pas à ça non plus. Dans mes vétérans, moi, Gallagher, tu sais, qu'est-ce que j'en pense? 6,5, c'est beaucoup trop. Dans une chambre qui est grandement en manque de leadership, on ne voit pas son impact. Je sais qu'on a vendu son leadership, le même leadership qu'on vendait quand on était dans une course à trois pour le capitaine que Pacioretty a gagné devant Subban et Gallagher. Après ça, il y a eu toute l'ère Weber. Puis aujourd'hui, quand on se retrouve, sans Price, sans Weber, l'équipe a ni queue ni taille. Puis Gallagher ne change rien à ça. Fait que son leadership a été grandement exagéré pour moi. Son éthique de travail n'est jamais à remettre en question. Le cœur, tout son effort, tout ce qu'il apporte sur la glace de son travail à lui, ce n'est pas à remettre en question. Je respecte absolument le travail de Gallagher. Par contre, c'est la première année de son contrat. C'est la première année de son contrat. Puis si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis l'année après ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis Gallagher ne s'en va pas en s'améliorant. La façon qu'il joue en plus, de penser que ce gars-là, il va apprendre à se ménager puis à réussir à conserver son corps pour être encore en forme dans une course aux séries ou même dans les séries, c'est inconcevable. Tu ne peux pas penser que Gallagher est capable de jouer 82 games en se préservant de la façon qu'il joue. S'il donne un match, c'est assez pour se tuer. Tu comprends? De la façon qu'il joue, c'est assez pour se maganer. Donc, à cause de ça, moi, je suis désolé, je ne peux pas concevoir qu'on conserve le Gallagher. Puis, ce n'est pas juste son contrat. Tu parles, on peut en avoir un mauvais contrat. Ouais, tu veux en avoir un mauvais contrat, puis tu parles de voir des gars qui ont été draftés prendre leur retraite dans le chandail. Mais pour moi, ce gars-là, c'est Carey Price. Pour le leadership, pour le contrat trop élevé, pour le gars qu'on a drafté puis qu'on va retraiter dans le chandail, c'est Carey Price sur toute la ligne. Qu'est-ce que tu décris là? Pour tout ce que tu viens de nommer. Aussi. Ah oui. Si tu choisis les deux, Matt, si tu prends les deux, on est à 16,5 millions de mauvais contrats pour du leadership, pour le fait de garder un gars qu'on a drafté. Puis, tu sais, dans le fond, là, j'avais fait le comparable, tout le monde parce que je parlais du contrat de Gallagher sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, puis quelqu'un m'a dit, me ramener Carey Price dans le même genre d'exemple, puis je m'excuse, mais le comparable est inexistant. Là. Tu veux savoir la différence entre le mauvais contrat de Gallagher et le mauvais contrat de Price? Price a pris l'équipe sur ses épaules puis nous a amené en finale de la Coupe Stanley quand Gallagher n'était plus capable de jouer parce qu'il était trop blessé. Puis c'est là que pour moi, la valeur n'est pas comparable. De donner trop à un gars, ça ne me dérange pas s'il est capable de faire la différence d'un grand moment. Puis ça, c'est Carey Price. Puis on l'a vu l'année passée en série, c'était-tu pénible pour Gallagher? Ah oui. C'était atroce, man. Puis l'année avant ça, dans la bulle, il était invisible. La sur Allen, ça ne pardonne pas. Bon, ben, fait, pour moi, c'est ça. Le comparable n'existe pas entre les contrats de Price et Gallagher, même si c'est 4 millions de plus d'un côté. Il n'y a aucun comparable. Le gars porte encore l'équipe sur ses épaules. Puis, c'est inconcevable pour toi de voir un Carey Price en refaire une run comme il a fait l'année passée à 35, 36, 37. Pour moi, c'est pas inconcevable. Il va être capable de faire ça jusqu'à 40 ans, même. Pas de le faire toute l'année, mais de le faire dans un gros moment, là, de faire une grosse run. Une quarantaine de matchs par année, 50 matchs par année. Tu donnes un bon club. Qui est-ce qui a plus de chances de sortir de notre prochain rebuild encore compétitif entre Carey Price et Gallagher? Très bon point. Très bon point. Pour moi, c'est pour ça que je ne garde pas Gallagher. Après ça, comme qui je protège? Écoute, j'échange Petrie, j'échange Sherrod. Tu sais quoi? Je protégerais un gars comme Edmundson. Je pense que le gars, tu ne peux pas juste rouler avec des jeunes. Edmundson n'est pas si vieux, puis il serait capable, il a une bonne énergie, une bonne attitude. C'est le roi des plus-moins, on s'en rappelle. Hein? On se rappelle de tous les mimes à son sujet, de plus-minus king. Fait que non, moi, je pense qu'un gars comme Eddie, je garde ça. Mais je veux juste te dire quelque chose. Puis... Mais Savard, là, si j'ai pas une offre de fou, je touche pas à ça. Le monde est chie sur dessus bien raide, mais c'est une bonne présence, Savard. Ça prend ce genre de stay-at-home. Tu as des NHL bodies quand même là, dans ton équipe. Là, fait exactement. On va en garder. Puis je trouve qu'il faut faire attention. La valeur est très basse actuellement de nos joueurs. Là. Le début de saison n'aide pas. Faire des échanges de joueurs, là c'est peut-être. Il faut trop en faire, puis à valeur basse, c'est peut-être pas toujours l'idéal. Oui, c'est le fun d'aller. Si tu fais une liquidation complète, vas-y, fais-le. Banque les pics, man. Mais je sais que la valeur n'est pas haute, là, mais banque les pics pour cet été. On est à Montréal, fais un spectacle. Exactement. Mais c'est pas obligé d'être demain matin. On peut prendre un peu plus de temps. Toute la saison pour le faire. Se rendre jusqu'au trade deadline pour les faire, ces trades-là, même pendant l'off-season. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être. Puis, on est chanceux d'avoir eu le playoff run qu'on a eu. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'équipes qui vont dire ouais, mais tu te rappelles des playoffs, qu'est-ce que lui faisait? Hey, tu parles de Sherrod en ce moment, mon gars. Tu parles de Sherrod en ce moment. Il a été un pilier dans la run des séries, puis là, il vaut
Mettons l'échanger pour sa valeur actuelle versus mais les je pense que souvenirs c'est qu'on un va des avoir joueurs de qui lui en a encore série. de la Ouais. valeur chez l'équipe. Là. Il joue pas mal en ce début de saison. Il est capable de la mettre dedans. C'est le Ses défenseur buts le aussi, plus tu as raison. constant de l'équipe actuellement. Là. Oui, absolument. Yep, Beautiful. qu'on Hey, merci Yann, c'était une super question. yeah, c'est J'espère qu'on vraiment a yep, porté justice. qu'on ne s'est pas trop égaré. Non, On a jamais. une question slash commentaire de Alexis. On se rappelle d'Alexis qui a participé à quelques Salut reprises au podcast Alexis. avec Nathalie. Alexis, est-ce que tu regardes les games? Hein? Jusqu'à la fin, tu veux dire? Jusqu'à la fin, comme on faisait avant. C'est plus les séries. Il faut faire dodo toute l'école. C'est différent. So, Alexis disait le prochain DG devrait être Mathieu Dash ou Patrick Roy. Après ça, il rajoutait Edmondson devrait revenir pour aider Petrie. Price aussi. Caulfield, c'est la quatrième ligne. Ceci démontre que Cole doit travailler plus fort. Fait que c'est une portion de commentaires. Pour la portion DG, est-ce qu'on en profite pour embarquer tout de suite dans nos candidats? T'es prêt à fire? Ouais, Mathieu Darche. Je vais commencer avec Mathieu Darche parce que je vois, le gars, il est hype. C'est un des premiers candidats partout. Puis il me semble que sa seule qualification, c'est d'avoir été Même sur mise au jeu. Même ouais. sur mise au jeu actuellement. C'est celui qui est la plus haute cote. Juste par le way, Colorado vient de scorer le quatrième but dans un filet désert. C'est pas mal la fin. OK. C'est-tu lui qui a la meilleure cote à mise au jeu, Darche? C'est lui qui avait la meilleure cote à mise au jeu. Lui et Brière sont à égalité. Premier dans la liste. Ouais. C'est ni un ni l'autre de mes candidats. Qu'importe. Je trouve que la plus grande qualification de Mathieu Darche, c'est d'avoir été sous Julien pour quoi, 2-3 ans? Puis je comprends. Pas confirmer le nombre d'années, mais oui, il a gagné les 2 dernières. C'est qu'avant ça, on s'entend, l'assistant, c'était Brisebois sous Yzerman. Sous Yzerman, exact. Fait qu'il n'était pas assistant. Darche, à ce moment-là, il était encore plus bas que ça veut dire. Fait, concrètement, là, sa job vraiment proche de directeur, là, ça fait 2 ou 3 ans. Là. Depuis que Yzerman a quitté, il n'y a pas plus que ça d'expérience. À regarder Brisebois travailler. Puis Brisebois que lui-même ramassait son expérience en regardant Yzerman monter un esti de bon club. Puis j'adore Brisebois. Là. Si Brisebois était disponible, c'est le gars. Là. Mais à quel point Darche a absorbé de ça? Il y a eu d'autres. C'est ça, mais Mathieu Darche a eu d'autres responsabilités par la suite aussi. Là. Jamais impressionné, moi, dans sa présence des médias. J'ai jamais trouvé qu'il avait l'air d'avoir toute une tête de hockey ou quelque chose. Je peux pas te dire que Mathieu Darche m'a jamais inspiré. Oh, wow, ce gars-là va devenir un DG. Là. Tu sais, même, je pense que Timmins a plus des qualités de DG que Mathieu Darche. Puis je sais qu'il est disqualifié pour Montréal. C'est pas ça la question. Là. Ouais. Mais je ne vois pas ces qualités-là à Mathieu Darche. Là. Si je ne me trompe pas, Mathieu Darche a eu des responsabilités. C'est lui qui a monté C'est lui qui a monté tout ce qui est sport-études, le réseau scolaire d'études ici au Québec, tout le réseau scolaire d'hockey avant d'aller. Fait que, il y a quand même certains. Oh, Allen vient de se faire rentrer dedans solide. Je pense qu'il est correct. Mais si je ne me trompe pas, Mathieu Darche a eu un pied important au niveau du développement du hockey scolaire. Puis c'est lui qui a bâti toute la structure, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y a quand même des capacités de bâtir, de capacités d'orchestrer, de voir. Mais est-ce qu'un GM qui connaît tous les joueurs, il va connaître, comme tu dis, les astuces, le programme, comment c'est monté par Tampa. Je ne vois même pas juste. Je vois même pas du c'est. Je vois même pas c'est du meilleur. Juste match que je ne vois même pas dans son wiki. En tout cas, je ne vois même pas qu'est-ce que non, tu parles. C'est plus dans son wiki, mais attends. Parce que franchement, là, avant de servir à Tampa, ils disent que dans le fond, il était vice-président des ventes chez Delmore International. Delmore, qui est une compagnie de camions ou de shipping, si je comprends, si je me rappelle bien. Fait que le gars, même entre sa carrière de joueur et sa carrière d'assistant DG à Tampa, il vendait des trucks. C'est à quel point il n'y a pas juste moi qui ne le voyais pas dans le hockey. Là. Mon gars, il était vendeur de camions. Là, ou de whatever. C'est ça, c'était le président de la LHPS, excuse-moi, qui est. Pardon, la LHPS, c'est la Ligue de hockey préparatoire scolaire au Québec. OK, fait qu'on parle là de même pas, c'est en bas de junior. On parle le niveau. Oui, là, c'est pour le scolaire. OK. C'est toute la structure autre que. Toi, c'est-tu ton candidat de choix, Matt, dans le fond? Mathieu Darche, non. OK. Pour en revenir à la question à Alexis, l'autre volet, c'était Patrick Roy. Puis là, ça l'ouvre une parenthèse intéressante sur laquelle on va brûler plusieurs minutes. Parce que pour moi, Patrick Roy, ce n'était pas un candidat à être DG au Canadien de Montréal jusqu'à tout récemment.
Jusqu'à tout récemment, je ne veux pas que Roy soit la dernière personne qui décide de décision finale ultime sur les décisions au niveau du management du Canadien de Montréal. Mais, puis un hostie de gros mais, avec Gorton en place, pour moi, ça change complètement la dynamique. Puis ça me donne envie de penser que peut-être que Roy pourrait travailler dans ce contexte-là. Moi, ce que j'aime pas de Roy, puis je l'ai dit souvent, là, c'est pas, mais moi, je trouve que Roy est trop émotif, trop tête brûlée, un peu trop impulsif pour être DG d'une façon adéquate. Rationnel. Puis si Gorton a le pouvoir de dire Roy, de dire écoute, Pat, ta décision, j'aimerais que tu mûrisses. Là tu es chaud en ce moment, tu es dedans, tes émotions sont hautes. Prends 2-3 jours, pense-y comme il faut, puis reviens-moi avec ça. Si Gorton a ce pouvoir-là, puis cette prestance-là, je pense que Patrick Roy pourrait bien faire les choses à Montréal. Ça. Autre ça, Patrick Roy a un aura qui est immatchable parmi tous les candidats qu'on entend parler. Fait que si tu es capable d'amoindrir ses défauts avec un gars comme Gorton, ses qualités deviennent autrement plus intéressantes. Puis ça, on ne peut pas enlever ça. Les partisans se rallieraient derrière Patrick Roy comme derrière aucun autre candidat en ce moment. À cause de qui il est, à cause de la légende qu'il a été dans notre chandail. Encore beaucoup de gens parlent de Roy comme étant le meilleur gardien de tous les temps. Oui. Toi, Patrick Roy, qu'est-ce que tu en penserais? Patrick Roy, ben, j'étais le premier à dire impossible. Non, non, non. Je ne voulais même pas entendre la personne qui avait un argument par rapport à ça. Je voulais... de quoi vous parlez, Roy? Il est dans le junior, il ne connaît même pas ce qui se passe dans la ligue, il ne connaît pas les joueurs, il ne connaît pas rien. Fait que, j'avais des idées fermées à ce niveau-là. Avoir un Patrick Roy maintenant dans l'organisation qui est retourné sur les bancs d'école, si je peux dire ça, en allant gérer son équipe après avoir goûté à la Ligue nationale. Passer 5 ans là, bâtir quelque chose de solide avec les remparts. Oui, c'est une équipe qui a beaucoup de soutien financier et beaucoup d'argent, mais il y a quand même eu quelque chose de solide avec cette équipe-là. Patrick Roy, pour moi, c'est un candidat solide de par sa prestance, de par son désir de gagner, son désir de tout faire pour aller jusqu'au bout, avoir la victoire. Il ne serait pas encore dans le hockey si ce n'était pas de son désir de vivre des victoires et des moments positifs. La prestance, tout ça, sa réputation, sa capacité qu'il va avoir à négocier avec l'ensemble des directeurs généraux rapidement. Ce n'est pas un newbie là, qui arrive là, puis t'es qui toi? Il n'a pas à être gêné avec personne au téléphone. Il peut appeler n'importe qui. Tout le monde va dire hey, je parle à Patrick Roy, puis il va avoir sa prestance en tant que directeur général. Puis un peu comme tu dis, avec la gouvernance de Gorton qui va l'amener, va le challenger. Puis je pense qu'ils vont se challenger mutuellement dans leur prise de décision, vont faire en sorte qu'ils vont prendre les meilleures décisions. Là où j'hésite avec Patrick Roy, c'est encore une fois son impulsivité. Parce qu'une des choses que Jeff Molson a nommé, c'est que l'imputabilité va revenir au GM de ces décisions-là. Est-ce que c'est un hothead qui va dire je m'en fous ce que vous dites, moi c'est ça ma décision, j'y vais avec ça, puis qui va créer un chaos? Je ne sais pas, je n'ai pas intervenu, je n'ai pas travaillé avec lui, moi, dans les 5 dernières années, je ne sais pas comment il est, Patrick Roy, dans les dernières années, où est-ce qu'il est rendu. Je peux clarifier, des 10 dernières années, est-ce que tu as travaillé avec lui? Il est arrivé une fois en 1932. Mais non, c'est ça. L'affaire, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent au travers de leur chapeau, mais sans aucun doute, Gorton se doit d'interviewer Patrick Roy, voir s'il y a une chimie, des canaux de communication entre les deux pour essayer de bâtir quelque chose de solide. Moi, je ne fermerais pas la porte avant d'avoir testé la situation où c'est quelqu'un que c'est pas du premier coup, d'avoir quelques rencontres pour voir où c'est qu'il se place là, puis c'est comment qu'il voit ça. Je pense que ça peut être intéressant. Puis, parenthèse, vas-y. Oui, je questionnerais aussi beaucoup qu'est-ce qui est arrivé au Colorado, par curiosité. OK, ah, bon point. Fait que parenthèse, c'est les deux candidats qu'Alexis nous avait un peu lancés. Ouais. Fait que dans le fond, on a comme répondu à cette question-là, mais j'aimerais qu'on élargisse maintenant en te demandant c'est qui ton candidat? Moi, mon candidat, c'est pas quelqu'un est-ce que c'est pas mainstream, c'est pas un des noms qu'on entend régulièrement, dans le fond? C'est un nom qu'on entend, mais peut-être pas autant régulièrement. C'est quelqu'un qui, en passant, là, juste parenthèse,
ils nous ont dit que le GM allait parler français, puis je lève mon chapeau à Jeff Molson d'aller vers ça parce que. Je suis juste par là, est-ce que ça me frustre le monde sur Twitter en ce moment qui n'arrête pas de chialer là-dessus? Genre, tu checkes un commentaire, il y a un tweet de n'importe quel journaliste qui parle, mettons, il y a point de presse demain, 10h, Gorton. Premier commentaire en bas. François Gagnon va poser une question sur la langue. Mais, OK, tu reproches quelque chose, mais tu es le premier à reply ça. Ouais. Fait que c'est toi qui. Tout le monde qui chiale contre l'affaire de la langue sont les premiers à mettre ça de l'avant-plan. Puis ça me brûle vraiment beaucoup, man. Il y a une grande incompréhension du besoin linguistique de ce marché-ci qui est populaire. Puis il y a beaucoup de fans de l'extérieur du Québec, dans le Canada, qui réagissent comme ça aussi. Puis je comprends pas, man. Tu as 31 clubs qui parlent juste anglais. Vas-y, là, tu as l'embarras du choix. Je vais t'envoyer un article. Ça me frustre tellement, là. Je vais t'envoyer, c'est plus une dissertation de quelqu'un qui est traducteur qui a écrit, puis ça a été partagé par plusieurs personnes, là, Engels, Arpin Basu, puis beaucoup d'autres personnes, sur l'importance d'avoir un GM francophone ici, puis pourquoi il y a une si grande incompréhension de l'externe, étant donné qu'eux, ils ne vivent que dans un environnement unilingue. Fait que ils parlent vraiment du manque de compréhension de ceux qui vivent dans le monde unilingue versus nous, qu'on est immersés dans un monde qui est bilingue, d'où l'importance d'avoir un GM bilingue au sein de l'organisation. Ce que j'aime moins, c'est ceux qui dénigrent la décision d'avoir choisi Gorton pour cette même raison-là, parce qu'il ne parle pas français. Les Serge Savard de ce monde, puis je vais nommer Serge Savard parce qu'il a été public aujourd'hui à cet effet-là, lui disait, on a des personnes publiques ici qui sont capables de faire mieux un job que Gorton. Puis les 3 noms qu'il nomme, il a nommé Danfous, qui s'est lui-même exclu de la course à cet effet-là. À 2 reprises, hein? Pardon? À 2 reprises. À 2 reprises. Parce que c'est lui-même retiré de la course à l'époque où on a engagé Bergevin comme DG aussi. Guy Carbonneau. Débattable. Et Benoît Brunet. Ça, c'est les 3 noms qu'il a nommés. Je veux juste te dire, moi, personnellement, dans Fous, c'est un gars que j'aime sa tête de hockey. Fait que je ne vais pas dénigrer ce call-là, mais comme DG, bien plus que comme président des Hockey Hops. Fait que dans le fond, tu sais, mettons que ce serait le gars sous Gorton qu'on entend, finalement, ça sort, c'est dans Fous. Je ne serais pas con. Je serais pas con. Excellent. Vas-y, excuse-moi. Non, c'est ça. C'était ça. Puis je pense que la langue est extrêmement importante. Puis il y a des candidats de qualité qui vont travailler en équipe avec Gorton, qui, lui, va être une pièce maîtresse dans cet organigramme-là. Fait que, tu sais, on ne sous-estime pas ça. Puis, on n'aura jamais un GM francophone mûr parce qu'on est les premiers à leur donner une chance. Fait que c'est normal. C'est la même raison que pour les coachs. C'est ça. Puis, c'est normal. Il va en avoir des nouveaux, là. Il y a, regarde à Phoenix, qu'est-ce qui se passe? Fait que, on va en avoir des plus mûrs plus rapidement. C'est très rare que c'est pas nous qui montent. C'est très rare quand même. Mais ça va être intéressant. Mais ça va être. C'est pour ça qu'on a dû en recycler aussi. Mais. Sur les critiques sur Gorton, qui est anglophone, puis comme quoi, ça va être des petits popettes en dessous de lui. Puis c'est pas, ça, d'un, ça me frustre beaucoup. Puis de deux, ça l'enlève encore. Et historiquement, le monde ignore ce qui s'est passé. Est-ce que Mellenby parlait français? Est-ce que Rick Dudley parlait français? Fait qu'on en a eu d'autres des conseillers très proches du DG qui ne parlaient pas un traître mot français. Là. Fait que complètement, c'est d'ignorer l'histoire, c'est d'ignorer le contexte. C'est un grand manque de sensibilité pour notre situation culturelle unique au Québec de penser comme ça, je trouve. Ça me frustre vraiment ce que je vois sur les réseaux sociaux de ce temps-là. Mais, en même temps, de nommer un jeune directeur général avec un président qui aurait été juste Molson, j'aurais peut-être chialé et été contre ça parce que je suis tanné d'avoir pas le meilleur dans un poste seul, pas assez entouré, puis qui ne pourrait pas nécessairement mûrir. Excuse-moi, Matt, c'était qui ton candidat? Mon candidat, t'es prêt? Parce que tu ne l'as pas dit, hein? Okay, c'est pas moi qui l'ai oublié. OK, vas-y. C'est qui ton candidat? Là, il y en a qui vont me chier dessus. Non, nomme-le. Vas-y après. Justifie-toi après. Je veux l'entendre. C'est qui ton candidat? Hein? Moi, c'est quelqu'un qui connaît toute la... Nomme son nom! Puis je trouve que c'est un nom qu'on nomme pas assez. Parce qu'il God, a une job ailleurs. Pierre Maguire. T'es sérieux, man? Pierre tu sais, c'est ton meilleur candidat, man. Oh my God, on va se battre. On va fucking se battre. Tu me niaises. C'est sérieux, là? Dis-moi que tu me niaises. Tu me niaises, hein? Ah, c'est d'enfoiré. Je te crée pas, mon gars. Ah, si t'es fier de toi en plus, hein?
Oh my Je dirais God, mon gars. plaisir juste pour le fun. Oh my God, je peux pas croire On que tu n'en m'as parle fait pas ça. assez de Pierre Maguire. Oh my God, je peux pas croire que tu m'as fait ça. Tu sais à quel point je le trouve ridicule, right? C'est pour ça que tu as dit ça, hein? Je ne savais pas, mais là, je le sais. Mon candidat numéro 1, My puis que j'aime fucking God. beaucoup, moi, j'aimerais ça avoir un Roberto Luongo. Ah, j'aime bien. Roberto qui est en train de faire ses classes avec les Panthers qui sont en train de changer, grandir, puis ils ont quelque chose de nouveau qui se passe là-bas. Regarde les derniers moves qui ont été faits, les dernières signatures. Il est en train d'apprendre dans un super marché. Je sais qu'il est en amour avec le marché de Floride. Il est bien là-bas. Il a fini sa carrière là-bas. On dit ça, mais attends, c'est un fait connu que Roberto Luongo appelle sous des faux noms des radios sportives à Montréal depuis des années. Là. Ça, tu Pour ne savais vrai? pas ça? Ah, tu ne Non. savais pas ça? Roberto Luongo appelait, pendant qu'il était gardien, là, appelait souvent des lignes ouvertes à Montréal avec des faux noms pour dire des affaires comme oh, Carey Price n'est pas bon, Roberto Luongo est bien meilleur que lui, puis des affaires comme ça. Puis juste pour foutre. Ouais, ça, c'est un fait connu underground à Montréal. Fait que je sais pas, man. Oui, qu'est-ce que tu dis? Je sais qu'il est attaché à son marché de la Floride, oui. Mais c'est pas son seul amour dans la vie. Là. Le gars, il aime le hockey. Puis tu parlais de sa feuille de route qui grossit en Floride, Team Canada, man. Team Canada, exactement, c'est là. Tu sais, c'est lui qui a gagné la dernière médaille d'or canadienne. Est-ce que ça l'achèterait du temps, du charme? De? Ben, deux gars qui grandissent dans l'entourage de Team Canada. Parce que du charme aussi, là, il y a des lettres de noblesse de Team Canada. Là, on s'entend. Là. Lui aussi a fait son entrée dans l'organisation, puis tranquillement, pas vite, va sûrement grandir. C'est difficile à dire. Laissons la saison aller. Là. De toute façon, ça va être une autre question tantôt pour du charme. Ignore ça complètement. Ignore-la. OK, parfait. Mais moi, ça serait Roberto Luongo. Moi, je trouve que ça... tu veux sortir du champ droit, moi, c'est ce gars-là. Je trouve qu'il est... Oui, on commence à le nommer et tout ça, mais je pense qu'on ne lui donne pas assez de sérieux. Moi, ça serait mon candidat numéro 1. Moi aussi, j'ai un candidat qu'on n'entend pas beaucoup. Puis, un peu comme toi, je sais qu'il y a une job. Je sais que pour plein de raisons, c'est peut-être improbable. Pierre Maguire, non, c'est pas. Non, mais pour vrai, Pat Brisson. Puis en plus de ses connaissances hockey, de son ami. En plus de ses connaissances hockey, en plus de la prestance et du respect qu'il a à travers la ligue, le gars a un réseau de joueurs proches de lui à qui il a parlé depuis des années. Fait que le gars, il abandonnerait ses joueurs à son agence, il deviendrait DG, puis là, il a tout son cartable là, de ses anciens clients qui sont là. Il les connaît très proches, ces gars-là. Il sait comment leur parler. Puis tout. C'est un gars que j'enlèverais pas de l'équation, moi, pas de Brisson. Est-ce que lui, il s'enlèverait lui-même de cette équation-là? Penses-tu? Ben, il se fait la grosse argent puis il vit une belle vie à LA. Pourquoi il fait son argent, man, justement. Ouais. Justement, il fait son argent, puis là, que ça ne vient pas cracher sur une coupe de millions par année. Là, si tu n'en viens pas travailler pour des pinottes non plus. Peux-tu t'en nommer un autre de LA qui est intéressant? Vas-y donc. Luc Robitaille. Ouais, mais lui, il est déjà DG, right? Il est président, si je me trompe pas. C'est un job de haut prestige, fait que tu quittes pour à peu près la même chose ou moins, comme dépendamment comment on voit l'organigramme. Fait que ça, c'est des. Je me dis que la plupart du monde vont quitter pour un upgrade au moins, right? À moins que tu quittes. Tu sais, tant qu'à parler de Luc Robitaille, on peut-tu parler de Julien Brisebois aussi, qui, dans le fond, on quitterait pour un poste semblable. Là. Fait que c'est des gars que j'ai de la misère à concevoir qui quitteraient à cause qu'ils sont déjà dans une job équivalente ailleurs. Ou est-ce que, mettons, tu parles d'un gars comme Luongo, lui, il est un petit peu plus bas là-bas, ça serait quand même un upgrade professionnel pour lui, en plus d'être un gars d'ici, genre. Fait que j'ai un peu plus de misère à le croire. Je ne dis pas que je dirais non à Luc Robitaille du tout, là, c'est pas ça. J'ai plus de misère à concevoir ça, encore plus que des gars comme Pat Brisson. À cause de son rôle actuel, ouais. Qu'est-ce que tu t'en viens faire à Montréal? Tu lâches le même siège ailleurs, comme. Fait que je trouve ça dur à concevoir. Habituellement, tu vas voir des assistants DG demander la permission de jaser. Pas des DG pour la même job. C'est assez rare, je trouve. C'est un sidestep pour lui, c'est ça mon point. Parce que, mettons, un gars comme Pat Brisson, peut-être que c'est un sidestep au niveau monétaire, mais tu trouves une nouvelle porte de carrière complètement. Là. Tu deviens, tu sais. Fait que même Roberto Luongo, tu sais, il est un petit peu plus bas, fait que c'est pas tout à fait un sidestep pour lui, mais dans la même lignée-là, tu sais. Puis tu sais, c'est des gars qui sont fiers, ils veulent pas flopper, hein. Fait que, est-ce qu'ils sont prêts à venir à Montréal maintenant ou ça va être dans le prochain terme qu'ils vont être prêts? Je ne le sais pas. Mais la porte n'est pas toujours ouverte. Hein? Quand tu dis non, c'est peut-être pour 10-12 ans. J'avais enduré 10 ans ici. Fait que es-tu prêt à attendre 10 ans si tu veux ce poste-là? 10 ans de controverse quand même, parce que Bergevin n'a jamais fait l'unanimité. Fait que si le prochain est bon, il peut être là pour 15.
Tu comprends? Mais si le prochain il arrive et il fait une bonne job tout de suite, peut-être que ça peut durer encore plus que Peut-être que lui Bergevin. puis Ça. Gorton qui a 2 jobs en 27 ans, c'est un 15 ans solide qui peut rester ici Je pense que Gorton va faire son 5 ans flat. À suivre, on en reparlera. Le gars veut être DG un moment donné dans sa vie, c'est sûr. Là. Être full-on DG, pas Et par là, intérim. Là. peut-être qu'il veut pas, peut-être qu'il Ben, va être bien à Montréal. ah, C'est un peut-être, gars qui a l'air d'être je loyal. C'est nous un le gars qui a l'air souhaite. d'être loyal. Je nous le souhaite. Ah, pareillement. Fait que dans le fond, ton candidat, c'était Luongo, le mien, Pat Luongo. Brisson. Puis sinon, parmi les noms qu'on entend plus Je vais souvent, parler de ben, Patrick Roy. je ne serais pas contre Patrick Roy avec du recul, même si j'étais des années à dire que je ne voulais rien savoir. Ben, Gorton change la donne. Parfait. Luongo, il y a un Daniel Brière qui ressort beaucoup. Je ne la comprends pas celle-là non plus. Mais peux-tu m'expliquer sa feuille de route qui justifie de l'avoir comme DG? Daniel Brière, actuellement, c'est le GM du club école des Flyers. On s'entend, un GM de club école, ça n'a rien à voir. Là. Ouais. Mais il est très impliqué, puis il est en train de faire ses classes. Je pense qu'il n'est pas assez mature personnellement, mais apparemment, c'est toute une tête d'hockey. Il vient de finir de jouer, là. Ça fait une couple d'années. C'est trop, tout soon. Ouais, mais je ne pourrais pas dire tout le détail, mais c'est un nom qui revient souvent. Là. Toi, t'en penses quoi? C'est pas mon gars, c'est pas. Il m'attire pas, je l'aimais pas comme personne plus qu'il fallait avant non plus. C'est pas une super personnalité pour la job depuis non la plus. fois hein? que, même quand il est venu jouer avec le Canadien, moi, juste le fait que il avait renié le Canadien dans le temps de sa signature avec Philadelphie, moi, ça a toujours été passe tout croche. Là. Jeff, il nous nommerait, parce que je pense que c'est son candidat, Martin Madden Jr. Ouais, puis je serais pas contre. Très solide aussi. Là. Très valide. Puis, mais je trouve que lui et Gorton, c'est 2 gars de scout. Je pense qu'il y a à quelque part, c'est pas lui que j'irais nécessairement chercher à cause que tu veux aller chercher Quelqu'un complémente mieux Gorton. Un complément et non pas une personne qui a les mêmes qualités que toi. À moins que le reste qui vont les entourer. Patrick Roy, ça fait vraiment du sens à ce niveau-là. On est d'accord. Exact. Deux gros compléments qui ne se touchent pas directement, mais qui peuvent potentiellement faire un méchant bon duo. Ouais. Stéphane Quintal a dit, lui, qu'il aurait été intéressé par le poste de Gorton. Je veux juste faire un petit shout-out à Mathieu Paradis de Hockey sans limite. Pas de Hockey sans limite. Tout sur le hockey. Vu que lui aussi, sa question a touché un peu pourquoi Patrick Roy. Fait que je voulais le mentionner vu qu'on a répondu à ça. Fait qu'on ne lira pas directement sa question à lui, mais ça englobait un peu ça. Fait que shout-out à Mathieu Paradis de Tout sur le hockey aussi, qu'on a déjà eu sur la pod, by the way. Là, qui était. Salut! What's up, Bat? Fait que juste vite les noms là, qui ressortent d'Anfus qui s'est enlevé de la course. Juste par là, je tiens à le redire parce que c'est sûrement pas super populaire, mais j'aime beaucoup les analyses de Vincent D'Anfus. Puis je pense que on parle souvent de ramener un ancien joueur, un gars qui a gagné ici, Chris Vincent D'Anfus. J'haïrais pas ça, man. Puis je pense qu'il y a une bonne tête de hockey plus que ce que sa réputation le dit. Puis je sais que c'est facile de vouloir fermer l'antichambre parce que souvent c'est impertinent puis c'est frustrant à regarder. Mais à travers tout ça, s'il y a un gars qui fait du sens, c'est Vincent D'Anfus. C'est lui. Puis je vais profiter de ça pour souligner aussi, on a demandé des questions sur Twitter. Il y a Abs Coverage, que tout le monde doit connaître un peu sur Twitter, qui se fait tout le temps passer pour d'autres mondes, puis qui berne tellement souvent les gens. C'est un maître dans ce qu'il fait. Sa question n'est pas sérieuse, mais je voulais la lire parce qu'elle m'a vraiment fait rire. Il se prend pour qui, tout d'abord? En ce moment, c'est Jeff Gorton, son nom, avec un petit nuage. Sa question était la suivante, puis j'ai vraiment trouvé ça drôle, puis on ne répondra même pas, by the way. Là. J'ai bien trop trouvé drôle pour ne pas l'aller. Abs Coverage qui nous demande question. Qui vous engageriez comme nouveau DG et pourquoi Gaston Terrien en particulier? Est-ce que je l'ai trouvé bonne? C'était ça. Veux-tu qu'on passe à une autre question tout de suite? On avait-tu fini avec les DG? Attends, vite les noms là, qui ressortent. Ouais, Quintal, qui s'est enlevé de la course. Martin Lapointe, que j'ai entendu. Puis il y en a même qui sont allés aussi loin que nommer Joël Bouchard. Ça, tu vois, je ne suis pas complètement contre, mais je laisserai faire ses classes. Exactement. Mais je le verrais prendre le job à Duchamp, peut-être, éventuellement. Je le ramènerais. Je sais à quel point c'est un pédagogue, puis le gars aime ça travailler avec les jeunes. Je pense qu'il y a plus que ça en lui. Je pense qu'il y a des coachs qui vont en avoir qui vont passer, mais une bonne tête de hockey comme Bouchard, je n'irais pas ça comme DG, juste pas de suite. Mais je ne serais pas contre. Excellent. D'autres questions? OK. Daniel nous en a envoyé quelques-unes. Vas-y. Dans le fond. Choisis-en une. Je vais. Non, mais il y en a une que je vais. Parce qu'on a parlé quand même beaucoup de Patrick Roy. Elle dit quel impact Patrick Roy
Quel impact Patrick Roy, s'il est nommé nouveau DG, peut apporter à l'équipe? Dans le fond, ça serait quoi l'impact d'un Roy versus quelqu'un Mais d'autre? son plus gros impact, selon moi, serait quand il va frapper dans baie vitrée entre les deux bancs. Elle va casser, ça, c'est de Elle va l'impact. casser. Je pense qu'on Ça, l'a c'est le plus couvert un gros peu impact de Patrick tantôt. Roy. Je pense qu'on l'a couvert un peu tantôt réellement, là, la réponse sérieuse à ça. Je pense que qu'est-ce que Patrick Roy a que les autres candidats n'ont pas, c'est l'aura de greatness qui vient avec un nom comme Patrick Roy, puis le fait qu'il a carry sur ses épaules 2 fois le club du Canadien pour aller gagner une coupe. Je pense que ça, c'est un perk qui est un peu unique à Patrick Roy par rapport aux autres candidats. Sinon, l'autre question de Daniel à laquelle je voulais répondre, est-ce que Duchamp gardera son poste de coach avec un nouveau DG? Puis ça, c'est une opinion. Moi, mon opinion est faite. Fait que je vais te laisser aller avec ça, Matt. Je sais où je m'en vais. Anyway. Répète la question. Est-ce que Duchamp va garder son poste avec un nouveau DG? Hey, bonne celle-là. Je pense que Ducharme, c'est un problème, c'est quoi les discussions et c'est quoi les attentes. Il faut que tu t'assoies avec lui, tu te dis voici mes attentes, voici ce que je veux voir de toi, puis est-ce qu'il comble ces attentes-là? C'est ça sa job. Je ne pense pas qu'il t'arrive là avec une vision. Il faut que je le congédie, il faut que je le garde. Il faut que tu t'établisses tes attentes, tu regardes si c'est ton gars, puis tu prends une décision par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que Gorton, il ne connaît pas nécessairement le marché québécois puis les coachs comme le futur GM va le connaître. Puis c'est lui qui va pouvoir prendre peut-être mieux cette décision-là. Duchamp, il est victime de circonstances aussi en lien avec un système de jeu qui est peut-être basé plus sur la défensive avec Price. Il n'y a pas ça, il n'y a pas tous ces outils. Mais en même temps, c'est un gars que je m'attends à plus avec les outils qu'il a. Est-ce qu'il maximise? Ça va être ça, sa plus grande raison qu'il ne pourra pas terminer et qu'ils vont prendre une autre direction. C'est parce qu'avec les outils qu'il a, il aurait pu en soutirer plus. Avec la saison de misère qu'on a, il n'aura pas fait le développement des joueurs comme on aurait aimé parce qu'ils utilisent sur le 4e trio, ils les protègent encore trop. Fait ça fait en sorte que Duchamp pourrait perdre son emploi. Mais est-ce un bon coach, pas un bon coach, je ne sais pas. Il n'a pas fait ses preuves assez dans la saison régulière pour moi, quoi qu'il l'ait fait en playoff. Je vais prendre une partie de ce que tu as dit. Premièrement, il y a une affaire. C'est souvent un DG, avant même de recevoir sa job, a déjà un coach en tête. Ça, c'est un facteur qui est important de considérer. Dépendamment de qui t'engage, il y a peut-être déjà son boy qui est prêt à rentrer, qui sait déjà, man, si j'ai un offre, j'appelle tel gars, c'est dans le bac, dans le dos de sa tête, il sait, il l'a déjà considéré. À cause de ça, premièrement, petite parenthèse, Duchamp, d'après moi, termine la saison. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Effectivement, il n'y a aucune raison de le congédier. Non, parce que quand même, il se plante complètement. Tu ne brûles pas ton nouveau coach avec une mauvaise saison, puis ça te donne un meilleur choix au repaissage. Tu as toutes les raisons de garder Duchamp cette année, même si ça ne fonctionne pas encore plus. Puis si ton plan, c'est d'avoir une deuxième année comme ça, tu le gardes encore? Pour moi, non. Même si ton plan, c'est d'avoir une deuxième année comme ça, tu rentres tout de suite la culture de ton nouveau coach pour lui laisser le plus de temps d'instaurer sa culture, d'imprégner son club de sa philosophie à lui. Pour moi, non. Mais cette année, c'est une blind shot. Tu n'as aucune raison de changer de chambre cette année. Même s'il est mauvais, tu as encore plus des raisons de le laisser là, tant qu'à moi. Mais c'est débattable. Après ça, tu as amené un point. La job d'un coach, c'est de maximiser les éléments qu'il y a. Est-ce qu'on est si mauvais que nos résultats? J'ai de la misère à le croire. J'ai l'impression qu'un gars qui manage vraiment bien son banc, là, puis là, je vais nommer un gars comme Michel Terrien, par exemple, là, qui field son banc à chaque soir, qui est capable de dire qui est hot, qui ne l'est pas, qui tu montes à 1, qui tu drops à 4. Claquement de doigts, ça prend 5 minutes. C'est une des grosses erreurs de Bergevin, c'est d'avoir fire Terrien. Pour Julien, parce que c'est un sidestep. C'est un même genre de coach avec un moins bon feel du banc. Exact. Mais tant qu'à changer, change. Change pour un gars complètement différent. Je suis d'accord avec ça. Puis je l'avais dit à l'époque aussi. Moi, de toute façon, c'est une surprise pour personne. Je suis un immense fan de Terrien. Je pense que c'est un coach qui est grandement underestimate dans la ligue. Fait que ça, c'est dit, c'est ça. Est-ce que Duchamp va chercher le meilleur de chacun de ses joueurs? Non. Puis je pense que c'est déjà prouvé. Là. On le voit déjà. Là. Petrie déjà connaît ses pires moments en carrière depuis Montréal, mais tu sais, même je pense qu'à Edmonton, il n'était pas si pire qu'on le voit cette année. Là. C'est pénible par gros bout. Il y a eu une couple de petits flashs quand même intéressants à soir, mais sinon, c'est vraiment pénible de regarder Petrie jouer. Même qui joue son meilleur hockey sous Duchamp? Tu vas dire la run des séries, mais les joueurs rendus en série,
Romanov joue son meilleur Ben hockey, oui, ce mais club-là. il a à peu près pas joué sur personne d'autre, là, tu sais. Fait que c'est limite de dire ça. Puis tu parlais des Mais c'est le séries, seul tu qui sais. progresse. Juger du Sarm sur la run de série, ça serait peut-être la plus grande des erreurs, parce que rendu en série, il y a une soif de sang que les joueurs ont, là. Là, tu as le requin qui vient de goûter le sang, là. Ces gars-là, c'est des compétiteurs. Tous, ils ont tous gagné un tournoi ou un autre dans leur vie, là. Tu ne te rends pas dans la Ligue nationale si tu n'as pas dominé un niveau ou un autre. Puis fait que pour vrai, ces gars-là, rendus en série, là, il doit y avoir un déclic qui se fait. J'ai de la misère à attribuer tout ça sur le coach uniquement, surtout que autant avant qu'après les séries, les stats sont vraiment pénibles. C'était pas joyeux là, en fin de saison l'année passée. Là. Duchamp n'avait pas des stats super glorieuses. Puis je pense qu'on l'a tout pardonné en disant, gars, c'est pas son club, c'est pas son système, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais là, on recommence cette année, puis on voit un club semblable avec des éléments un peu différents, mais ça ressemble un peu au jeu décousu qu'on avait avant les séries l'année passée. Là. Fait qu'il y a peut-être un peu du charme là-dedans quand même. Puis on le voit là, quand ça va vraiment mal, ces changements, ils ne rapportent pas, ça ne paye pas. C'est pas des changements qui portent fruit. Hein. Les quelques fois où ils s'adaptent. Peut-être à l'exception de ce soir où est-ce qu'il a mis Peeling, Drouin, puis c'est qui joue ensemble, même? Peeling, Drouin, puis Perrault, si je ne m'abuse, qui ont été matchés ensemble. Perrault. Perling, Perrault, Drouin, je pense qu'on a Ouais. vu. Puis ça a donné quand même une couple de bonnes chances à marquer. Ça bourdonnait autour du fil adverse à plusieurs reprises. Fait que, tu sais, à part des quelques match-ups comme ça, il n'a pas eu la main heureuse quand il a décidé de brasser ses cartes. À cause de ça, je ne suis pas convaincu que Duchamp, c'est l'homme de la situation. Puis je vais en revenir aussi à ce qu'on se disait off-cam un peu tantôt. Est-ce que Duchamp pourrait, à cause de son manque d'expérience, quand même être un bon coach dans la Ligue nationale? Je pense que oui. Mais là, on a un club qui a perdu son leadership dans la chambre. Exact. Puis, n'a pas de leadership avec un coach qui est plus ou moins recru là, dans les nationales. À cause de ça, je pense que c'est un mauvais fit. Tu sais, avec Weber, avec Price en santé, avec d'autres leaders qui peuvent avoir un impact différent mais semblable dans la chambre, peut-être que ça pardonnerait un peu plus. Mais vu le manque de leadership à d'autres niveaux, tu as besoin d'un coach qui est capable d'en apporter une certaine part de leadership, justement. Fait que pour moi, la misère à concevoir que Duchamp va être l'homme de la situation pour ce club-là. Je peux-tu avoir une petite parenthèse? Vas-y. J'aimerais ça parler aussi. Un autre sujet, je vais juste remercier Daniel pour ses questions. Elle en a envoyé Daniel, quelques-unes oui, quand il même. très à l'affût et il nous a bombardé de belles questions. Yes. Merci pour tes questions, Dan, c'est bien gentil. Yes. Ensuite de ça, moi, j'aimerais juste parler, tu sais, Molson a parlé d'un nouvel organigramme qui veut avoir les meilleures personnes possibles. Je pense qu'on a passé à côté d'un sujet que pour moi va être extrêmement important. Il veut amener une nouvelle culture, puis je pense qu'il va y avoir des femmes dans l'organigramme qui s'en vient. Puis je voulais J'avais prendre la tweeté en peine. joke, je ne sais pas ça va être qui le prochain directeur général du Canadien, but she's gonna do a great job. Great job. Définitivement, mais je pense que sans que ce soit nécessairement directeur général, parce Non, que ça c'est va une être job qui a assistant. beaucoup de pression, mais dans l'organigramme du Canadien, on a des Daniel Sauvageau, on a des Kim Saint-Pierre, on a des Émilie Castonguay qui est agente de joueur, on a des personnes qui sont tellement intellectuelles, qui ont joué la game, qui Tu as gagné peuvent des aider, gros. qui ont gagné, qui peuvent aider au niveau du développement des joueurs puis amener une vision différente, qui peuvent aider cette organisation-là à progresser. Puis il manque de femmes dans l'organisation du Canadien, qui était un boys club pendant tellement longtemps. Si on est pour changer la culture, je pense qu'il faut intégrer de ces femmes-là dans notre équipe. Puis je lève mon chapeau à Jeff Molson de tout. Il ne le dit pas explicitement, mais de par ce qu'il dit, il a parlé il va y avoir une d'inclusivité. porte Puis, ouverte à ce c'est ça. niveau-là. Je suis vraiment Ça, j'ai d'accord. bien hâte de voir vers où ça s'en va. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis c'est quelque chose que je saluerais grandement d'ailleurs. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Comme Oui, quoi, on en a parlé dans des pods dans le passé. Là. ben, j'ai même sur Twitter, j'ai souvent dit, tu sais, Toronto, ils ont un beau club, là. Mais la chose qui m'ont rendu vraiment jaloux, c'est quand ils ont engagé Ellie Wickenheiser comme coach proche des joueurs. J'étais comme, damn, on l'a manqué. J'aurais aimé qu'on soit le club à faire ça en premier. Tu sais. Ça m'avait fait vraiment chier. Il y en a C'est de quelque plus en chose. plus. Là. Fait qu'on est un peu en retard. Fait que j'aimerais qu'on nomme quelqu'un à une position plus importante, plus influente. Puis tu parles de gestion, puis oui, j'adorerais que l'assistante GM, ce soit une femme. Mais plus que ça, j'aimerais que derrière le banc, on ait une femme coach aussi. Pas juste une consultante, pas juste une consultante qui vient une fois par mois sur un entraînement. Derrière le banc, plus proche. Que son impact se fasse sentir au quotidien.
Puis je pense que s'il y a un club qui en a grandement besoin, là, c'est peut-être les Canadiens à cause des dernières choses qu'on a vécues. Là. Autant les rumeurs de D'Angelo, que ça, je donne plus ou moins d'importance. Le choix de Mailloux, puis l'engagement qu'on a pris de faire un changement dans la communauté. Ben, je pense que ça serait de donner un grand coup de bord de faire un move comme ça. Oui, d'en nommer de nommer, mettons, Daniel Chavageau comme assistante DG ou Kim Saint-Pierre, c'est un autre choix que j'aimais beaucoup. Puis, Et moi, je nomme ces noms-là parce que c'est celles que je connais, mais je sais qu'il y en a tellement Kim d'autres. Saint-Pierre, ça a été ma première vedette de hockey féminin. Je n'étais pas très vieux, j'avais quoi, 15-16 ans quand elle était la gardienne dominante de Team Canada. Tu sais. Puis ça a été ma première idole féminine de hockey, Kim Saint-Pierre. Puis c'est quelqu'un que j'ai toujours, ultimement, là, que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours admiré. Fait que c'est sûr que j'aimerais l'avoir dans l'entourage canadien. Par exemple, pour assistant coach, je suis un coach derrière le banc, j'aimerais quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui était fresh out of the game, là. Quelqu'un qui vient juste de quitter Team Canada. Puis il y a plusieurs candidates, là. Il y en a plusieurs des grands noms qui ont pris leur retraite il n'y a pas si longtemps. J'irais plus dans ces eaux-là, personnellement. L'exemple parfait, ce serait Elio Organizer à Toronto. Là. Quelqu'un qui est freshly out of the game comme ça. Là. Quelqu'un qui a encore le goût du sang dans la bouche, là, qui a encore le goût du sang américain là, dans sa bouche. Là, Ouais, ça, américain puis russe, là, qui vient de les dominer dans les dernières années, j'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, je pense que c'est important, c'est ça, mais il faut pas avoir peur de piéger de ce côté-là. Non, on est déjà en retard. J'aurais aimé qu'on soit des pionniers dans cette direction-là, puis là, on est déjà en retard. Fait que, mais oui, puis tu sais, je pense qu'il y a une possibilité là, de pouvoir grandir puis bâtir quelque chose de solide. J'ai les doigts croisés, c'est vraiment quelque chose que j'espère voir. Tu sais, je voulais pas qu'on passe à côté de ce sujet-là. Là, c'est dans non, bien vu, Matt, parce qu'on en avait. Ouais, vas-y. Je voulais pas qu'on passe à côté de ça. Fait que on espère vraiment là, que le Canadien va prendre une belle tangente. Puis aussi parler de l'importance de la santé mentale. Je pense que dans les derniers temps, on a vu Price, on a vu Drouin, ce qui peut se passer au niveau de la santé mentale dans une organisation. Puis de dire qu'il va y avoir. Ils vont continuer de pousser une philosophie différente. Je ne sais pas si c'est un aveu à l'encontre de ce que Bergevin faisait, mais je pense que peu importe ce qui se faisait avant, il faut changer la façon que c'était fait pour améliorer. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui va être important aussi dans l'organisation du Canadien. Petite parenthèse, c'est pour ça que je ne change pas de Drouin. Pour moi, il est devenu l'ambassadeur de la santé mentale, puis je ne touche pas à ça. Super bon point. Il est encore un des meilleurs hockey IQ qu'on a sur notre glace. C'est un passeur, un créateur de jeu exceptionnel. Il est encore capable de nous donner du hockey. Mais en plus de ça, là, quand il y a quelqu'un qui va avoir une mauvaise passe, là, tant que Drouin est ici, ça va être le gars qui va aller voir. Dis-toi ça. Fait que pour ça, non, pour moi, Drouin, c'est drôle parce que avant je vais failli dire dépression, mais qu'importe. Avant son arrêt de travail, dans le fond, il avait été ambassadeur pour Belle Cause pour la cause. On se rappelle tout de la publicité qu'il avait faite. Puis dans le fond, je trouve qu'il devient plus crédible dans ça. Tout le monde est capable de dire Belle Cause pour la cause, puis de faire la promotion du 10 cents par tweet. Tout le monde est capable de le faire. Mais lui, il est passé à travers quelque chose pour vrai, quelque chose d'assez lourd pour mettre sur pause une carrière de plusieurs millions de dollars. Pour mettre sur pause quelque chose qui était son rêve depuis qu'il était enfant. Tu sais, c'est pas banal qu'est-ce que Jonathan Drouin a fait le printemps passé. De passer à travers une run des séries. On en a parlé en long et en large. En long et en large au podcast, mais pour en revenir, parce que dans le fond, je voyais Yann tantôt qui disait que Drouin, lui, c'est un gars qui conservait dans le rebuild. Moi aussi. Moi aussi, puis c'est une raison pourquoi. Je pense qu'il est devenu le porte-étendard de cette cause-là dans nos couleurs. Puis n'importe qui va avoir des problèmes de santé mentale dans les années futures, ça va être un réflexe pour eux de se tourner vers Jonathan Drouin, puis c'est complètement naturel. Excellent. Ensuite. Pour les questions, on a fait le tour des questions de nos fans. On a fait le tour des questions, excellent. Yeah. Fait qu'on peut y aller dans nos sujets à nous autres qu'on voulait apporter. Je ne sais pas si tu en restais quelques-uns, toi. Moi, ça fait pas mal le tour de la situation. Puis en même temps, j'ai brûlé ma question pour la prolongation déjà. Je pense que moi aussi. On n'en aura peut-être pas aujourd'hui, finalement. Which is fine, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais je pense qu'on a eu un beau va-et-vient tout au long de l'épisode là, ensemble. Yep. Jeff, tu nous manques, on n'a même pas eu le temps de bâcher. On était tellement. Ouais, c'est vrai, on n'a même pas bâché Jeff. D'ailleurs, on a fait un podcast ensemble, les trois hier, comme quoi vous prouvez que Jeff n'est pas mort. Là. On était sur les ondes de Invest in Yourself podcast avec Feel Better. Si vous ne le connaissez pas, allez sur nos follow à moi ou Matt. Là, Feel Better, c'est un gars qu'on a rencontré au Paul McLean lors de l'organisation de notre podcast, dans le fond, qui nous a aidé en nous prêtant l'équipement, mais aussi qui nous a aidé avec des valeureux conseils sur le fabuleux monde du podcasting. Puis, dans le fond, Phil a plusieurs podcasts.
podcast. Puis voilà, je voulais le saluer. Puis dans le fond, quand on aura des liens et des informations sur ça, on vous partagera le lien. Là, mais c'était bien le fun hier. On a passé une bonne heure à parler avec Phil sur son pod, sinon ouais, plus. puis allez le suivre, ceux qui sont intéressés par ce monde-là, allez le suivre sur Instagram, allez le suivre sur Phil Better. Phil Better, Phil comme Philippe, Better comme le mieux. Fait que Phil Better, c'est son podcast. Puis vous allez voir, il suggère plein de tips sur les podcasts, des choses à faire. Vous allez même voir des photos de nous autres parce qu'on l'a rencontré lorsqu'on était au McLean's Pub. Un bon Jack, puis on s'est vraiment amusé sur son podcast. Fait que si vous avez la chance, allez checker ça. Ça va nous faire, Un gars qui pompe pour traduire un anglicisme, une expression anglophone populaire, un gars qui pompe nos pneus beaucoup. Il est tout le temps en train de pomper nos tires sur notre podcast. Un gars qui croit peut-être plus en notre projet que nous autres. Ouais, fait que c'est ça. On aura les liens à un moment donné. Vous transférez le lien une fois qu'on a l'épisode de sortie, là, définitivement. Yep. Fait que tu veux-tu rapper ça? On a-tu déjà fait le tour? Hey, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ça a été toute une semaine. Puis avec Jeff, il va nous ramener à l'ordre la prochaine fois. On va moins déraper d'un sujet à l'autre, mais je pense qu'on a rendu justice quand même. On espère que le Canadien est en bonne main avec Jeff Gorton. On le connaît peu, on va apprendre à le connaître demain. Donc, on va regarder la conférence de presse. Puis par la suite, on pourra regarder pour la continuité et où cette équipe-là s'en va. Je ne pense pas que d'ici février-mars, on aura plus de détails sur le GM à venir. Oh, ouais, tant que ça, toi, tu penses? Moi, j'ai le feeling que ça va être long. Mais une fois que ça va sortir, soyez assurés qu'on va en parler puis qu'on va débattre puis que là, ça va rentrer autour sur nos nominations. J'ai hâte de. Je ne sais pas s'il y a de l'info qui va couler, mais de ce que je semble comprendre, c'est que ça va être shot de tête. Un peu comme Bergevin. Ça a pris du temps. Parce que j'ai l'impression que le candidat potentiel qui va se faire interviewer ne va pas vouloir brûler ses chances en parlant à personne. C'est sûr que l'information qui va sortir ne sera pas crédible. Vas-y, excuse-moi. On verra ceux qui sortent de la course s'ils sont vocaux ou pas. Ouais, c'est un bon point. Tu vois, par exemple, je ne voyais pas ça comme toi. Pour moi, je pensais que ça serait long, mais long, un mois. Là. Je ne peux pas concevoir que ça va aller jusqu'au mois de mars. Mais je pense que ça va être intéressant de voir combien de temps ça va durer. Peut-être pendant la pause olympique, ça va donner une chance de jaser à plus de monde puis tout. Là. Peut-être que ça, c'était. Mais là, j'avais pas pensé à ça. Mais pour moi, c'est quand même important que ton DG soit en place depuis un petit bout avant le deadline pour moi. Tu ne veux pas prendre des mauvaises décisions au deadline. Tu ne veux pas qu'un DG soit comme froid pour une période aussi importante. Fait que je ne sais pas, pour moi, ça presse un peu. Quand je dis ça presse, je ne parle pas des prochains jours, je ne parle pas nécessairement des prochaines semaines, mais mettons là. Fin janvier, ça serait temps. Là. Mars, pour moi, ça serait tard. Ça serait tard. Mars, ouais. C'est quoi, le deadline est quand cette année? Le deadline, la date, c'est souvent début mars. Là, c'est une année olympique, Matt. Fait que 12 avril. 12 avril, bon, à suivre. C'est la fête à ma fille. On lui souhaite une bonne fête. Yeah, fait que dans le fond, le 12 avril, ça t'achète un peu de temps pour peut-être début mars, mais je trouve ça encore tard. Pour moi, fin janvier, ça serait que c'est déjà réglé, puis on a déjà notre candidat parce que la saison va trop vite. Là. Puis encore plus dans notre saison de misère, ça serait facile de prendre des mauvaises décisions impulsives. Là, est-ce que le choix d'un DG trop rapidement est une décision impulsive? Non. Je parlais au niveau des joueurs. Dans le fond, le DG, on s'en fout. Si moindrement, au contraire, ça prend un gars qui ne sera pas affecté par des mauvaises séquences court terme. Donc, un DG, il faut que tu aies un gars solide qui est capable d'accepter une mauvaise passe. Parce que les joueurs, eux autres, sont plus fragiles à ça. Là. Fait que non, pour moi, ça serait un mauvais read de prendre un gars qui ne va pas bien en ce moment. Puis mettons, c'est con, là, je tape fort sa tête à Petrie. Là, dans le fond, ça serait peut-être une gaffe de l'échanger pour passer. Là. Le gars était Puis au moment de la signature de contrat, on disait tout, c'est tellement un cap-friendly. Ça peut devenir une bonne raison de l'échanger. Mais là, il y a une mauvaise année. Qu'est-ce que tu veux? Puis, il y a des choses qui se passent dans le vestiaire qu'on n'est pas au courant. Est-ce qu'il y en a plein de cette équipe-là qui sont encore banged up des séries puis qui vont arriver frais du pot l'année prochaine? Puis là, tout à coup, c'est l'équipe qu'on attendait l'année passée. Puis, on ne sait pas. Fait que, à suivre, là, tout seul, le temps le dira. Mais que d'aventures qui s'en viennent, je pense que ça va être intéressant. Ça va être un petit
un petit épisode après l'autre là, avec plein de suspense là, qui vont suivre. C'est clair. Puis je pense qu'au compte-goutte, on va avoir des petites nouvelles intéressantes à parler à chaque pod. En plus, je serais pas étonné de voir des échanges rapidement. Oui. Mais la télésérie des Canadiens va devenir de plus en plus intéressante. Et va peut-être en histoire dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça va être tellement intéressant. C'est sûr. On va être là avec vous autres pour vous accompagner. Ce soir, c'était Mathieu avec Pat. Donc, un gros merci. Bonne soirée, Jeff. On pense à toi, puis j'espère que tu nous as écoutés jusqu'à la fin. Damn right!